70% de la réussite d'un footballeur est due par son entourage. Le rôle d'agent, maintenant c'est plus ça, parce que quand tu es agent, c'est pas seulement agent, tu représentes le petit, tu représentes Cette fois, on va être avec John Nkombe, fondateur d'AGNK. et Yanis Laïb, fondateur de Bipal et nouveau chroniqueur du podcast de Wesley. Même les joueurs qui sont amateurs, il y a trop de choses, il y a trop de paramètres qui font que tu deviens pro ou pas. tu vois, quand t'es de la peau d'un jeune joueur et que tu commences à arriver en pro, je pense qu'ils veulent toujours un peu. Dans ta vision, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir concrètement à ce moment-là, plus qu'un agent? À cette époque-là, j'étais vraiment une personne qui... Aujourd'hui, il y a plein de joueurs, notamment amateurs, qui pensent que ce qui leur manque, c'est juste avoir un agent. Dans le monde normal, entre guillemets, les sommes qu'on te demande pour te former sont indécentes. Aujourd'hui, tu prends une année en école de commerce, Salut la team, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvel épisode podcast. Cette fois, on va être avec John Nkombe, fondateur d'AGNK. et Yanis Laïb, fondateur de Bipal et nouveau chroniqueur du coup du podcast de Wesley. exactement. Du coup, vous allez être habitués à voir Yanis sur quasiment tous les épisodes de podcast. Donc à chaque fois, on sera ensemble et il y aura un nouvel invité. Alors, dans cet épisode, on va retracer le parcours de John pour qu'il puisse nous dire un peu son parcours depuis le début, quand il est passé par le PSG, etc. Donc c'est un peu lui qui sera le fil conducteur de cet épisode. Donc John, je te laisse la parole pour que tu puisses commencer à te présenter. Moi, je me présente, John Nkombe, je suis un ancien footballeur. Ouais. J'ai fait mes classes au centre de formation de Bastia. Mhm. Ensuite, j'ai signé au PSG. Et après, j'ai vagabondé un petit peu dans l'Europe et dans le monde entier, puisque je suis passé par les États-Unis, la Russie, Danemark, Belgique, Italie, et j'en passe. Wow. Et Tout du ça coup, ouais, tout ça. Ok. Écoutez bien, ça va être très enrichissant, je crois. C'est vrai. Pas mal Rapproche-toi un peu d'histoires. du micro quand tu parles. Pas mal d'histoires. Et du coup, aujourd'hui, j'ai créé la GNK, qui est une académie qui marche plutôt pas mal en ce moment. Puis voilà, je sais pas si tu veux savoir un petit peu plus en profondeur. Ouais, ne t'inquiète pas. Là, d'abord, je pense qu'on va vraiment bien parler de tes débuts. Déjà, tu viens d'où? Tu viens de la région Moi, à la base, parisienne? je viens de la région parisienne, je viens d'Evry. J'ai grandi à Evry. De base, j'ai grandi au Cameroun jusqu'à mes 6 ans. Après, je suis venu à Evry directement. Et j'ai fait mes classes là-bas. Et après, d'Evry, je suis parti à Bastia. Et après, voilà, quoi, toute ma carrière. Ok, donc tu as fait le centre à Bastia, c'est ça? Bastia, j'ai commencé par Bastia, ouais. Et tu as signé en quelle catégorie? J'ai signé en 13 ans, en même temps que mon collègue qui est là, Aurélien Guettala. Ah, vous étiez ensemble à Bastia? On était dans le même club à À Évry. Évry, ouais. Lui, il a signé à Sochaux. Moi, j'ai signé à Bastia. Et après, je suis resté jusqu'à 17 ans, 18 ans. Non, jusqu'à 17 ans à Bastia. Après, j'ai signé au PSG. Mais j'imagine quand pour attirer un club comme Bastia, il y avait forcément d'autres clubs surtout à ce moment-là. Ouais, il y avait d'autres clubs. Il y avait Saint-Etienne, je crois, il y avait Monaco aussi. Et un autre club, je sais plus c'est lequel. Et ma mère, elle voulait que je quitte un petit peu les horizons de la banlieue. Du coup, elle a choisi le club qui était le plus éloigné de Paris, qui était Bastia. Et c'est pour ça que je suis parti à Bastia. Ok. Et à Bastia, raconte-nous un peu le centre, comment c'était quand t'es arrivé, parce que ça n'a rien à voir au niveau de la mentalité. Ouais, c'est ça, Là, t'es passé d'un environnement Île-de-France à vraiment tout ce qui est Corse, etc. Donc ça n'a rien à voir. De ouf. Et en plus, Voilà. c'est deux mentalités fortes. C'est Ouais, pas comme si tu vas en totalement. province ou Ouais, pas pour dénigrer ou quoi, mais c'est exactement. deux trucs forts, Ouais, Île-de-France, Corse. Comment La t'as. différence, comment j'ai fait? Déjà, ça a été difficile l'adaptation parce que, comme vous l'avez précisé, c'est deux environnements complètement différents. Les Corses, c'est des personnes qui ont des forts caractères et qui ne se laissent pas faire. Et en tant que Parisien aussi, on est un petit peu dans le même délire. Du coup, les débuts, ça n'a pas été facile. Mais ensuite, j'ai su m'adapter. Et après, une fois que tu t'adaptes et que tu rentres dans les clous, ça devient une famille. Et c'est un club très familial. C'est contraire au PSG. Du coup, je me sentais plutôt bien. Mais c'est vrai qu'au niveau de la compétition, je voulais quelque chose d'un peu plus gros. Et c'est pour ça qu'après, je suis parti au PSG, quoi. Ok. Tu jouais quel poste, toi? Numéro 9, attaquant. Buteur. Et après, buteur, ouais, que buteur. Que buteur. Après, parfois, je pouvais redescendre en 10 ou passer sur le côté. Mais mon poste préféré, c'était 9. 9. Ouais. Ok. Et les premières saisons à Bastia, c'était comment au centre de formation? Les premières saisons, franchement, ça s'est toujours bien passé. J'ai toujours été meilleur buteur chaque saison. Et franchement, on avait quand même un bon vivier qui venait du PSG. Ils avaient quand même bien recruté Bastia à ce moment-là. Et je me sentais pas trop dépaysé. Ok. Du coup, j'ai pu mettre en place mon jeu et me sentir à l'aise directement. Donc, les premières années se sont passées très, très bien. Donc, c'est-à-dire au centre, il y avait beaucoup de joueurs qui venaient de l'Île-de-France, etc. C'est ça? Ouais, il y en avait pas mal. Il y en avait Ouais. pas mal. Il y avait
7-8 joueurs qui venaient de la région parisienne. Ah ouais, quand même. Ouais, Sur une double génération ou sur une génération? Sur une double génération. Sur notre génération, nous, les 94, on était 4. 4, ouais, voire 5. Et en fait, on était plus que 8. On était peut-être 12, 13 en vrai. Putain, c'est dingue. Ouais, C'est la moitié presque, en fait. c'est ça, en fait. Mais après, c'est vrai qu'ils avaient choisi leurs critères de sélection sur Paris, en Ile-de-France. Et on savait pourquoi, parce que le championnat a été relevé. C'était une grosse poule comme il y avait Monaco, Nice, Lyon, Saint-Etienne. C'est vrai que le championnat d'en bas, il est relevé de fou. Cannes. Il y avait peut-être deux clubs qui n'étaient pas pros, c'est tout, dans le championnat. Du coup, c'est quoi, c'était 17 NAS, 19 NAS? Moi, je suis arrivé, j'ai été surclassé J'étais d'abord en 15, parce que normalement, moi, j'arrivais, j'avais 13 ans. J'étais surclassé en 15. Après, j'ai toujours été surclassé chaque année. Donc, quand je faisais mon année de 15, j'étais en 17. Et mon année de 17, je suis monté en 19. Et après, j'étais avec la N3. Ok. La N3 avec la réserve. Et après, je suis parti. Et quand tu étais au centre de formation, c'était quand? Tu étais dans la mentale où tu prenais du plaisir et que tu voyais que tu avais un talent, ou tu étais déjà dans la mentalité où il faut vraiment que je fasse tout pour devenir pro? Déjà, en fait, moi, de base, comment j'ai signé à Bastia, c'était une année où j'avais beaucoup traîné, j'étais beaucoup resté dans le quartier, et j'avais vite fait le tour, du coup, je m'ennuyais un petit peu. Et je me suis dit, c'était pas pour devenir pro, mais je me suis dit, je vais voir s'il y a du résultat. C'est-à-dire que pendant 1 an, je me suis consacré qu'aux entraînements perso. Et j'ai travaillé dans mon coin et j'étais très assidu. Et du coup, je repartais à l'entraînement mettre en place ce que j'ai travaillé. Et ça marchait plutôt bien. Et c'est vrai que cette année-là, j'ai beaucoup progressé en termes de finition, en termes de prise de balle. Et c'est ça qui a fait que finalement, 1 an après, j'ai réussi à signer. Et j'ai compris que le travail, il paye. Ça veut dire qu'en plus de tout ce qu'on peut avoir en centre de formation, toi, tu travaillais à côté? En fait, c'est avant de Avant le centre, ok. Donc déjà, dès 13 ans, tu avais déjà cette mentalité? Franchement, je l'ai eu parce que j'étais curieux. Curieux, je me suis dit, je vais essayer de voir si vraiment il y a du résultat. Et il y avait du résultat. Du coup, j'ai compris que c'était par le travail qu'on pouvait atteindre nos objectifs. Quand je suis arrivé à Bastia, j'avais cette mentalité de... après, c'était un environnement différent parce que c'est pas qu'ils sont racistes, mais c'est qu'ils sont francs. Tu vois, quand ils connaissent pas... Généralement, le raciste, c'est pas quelqu'un qui n'aime pas la personne, c'est juste qu'il a peur et il ne connaît pas. Il a peur de l'étranger, de ce qui ne se connaît pas, quoi. Exactement. Et du coup, en fait, eux, ils étaient plutôt dans ce système-là. Mais ils sont francs, tu vois, ils sont francs. Et du coup, c'était à leur front direct. Et quand on a pu régler carte sur table, après, ça allait. Du coup, quand je suis arrivé dans cet environnement-là, je me suis dit, il faut que je sois le meilleur, tu vois. Il ne faut pas juste que je sois le black dans une équipe corse qui est là, mais... Pour que tu te fasses accepter aussi, c'est plus simple, tu vois. Aussi, c'était ça aussi, exactement. Un vrai sujet, ça, d'ailleurs. T'es pas du tout accepté pareil quand t'es bon sur le terrain et quand t'es pas bon. Exactement. T'as pas la même vie. C'est ça, tu vois. Et du coup, je me suis dit, il faut que je sois accepté des grèves de force. Et du coup, j'ai fait la différence sur le terrain et ça me motivait tous les jours à être le meilleur et à me dire que voilà, tu vois, ceux qui sont un petit peu plus bêtes et qui sont vraiment racistes et qui comprennent pas, je vais leur montrer que je peux être autant plus fort que leurs éléments. Et après, c'était une source de motivation, mais il y en a eu plusieurs. Après, il y a le fait aussi d'arriver du bled, de voir ma maman, ma famille, comment on a galéré. Et surtout aussi mon rêve de devenir professionnel. Et je savais que c'était long parce que quand on arrive en centre de formation, souvent les petits pensent que ça y est, tu as signé en centre de formation, c'est fait. Ouais. Alors qu'il y a tellement d'étapes à passer que c'est pas tout de suite. De toute façon, la stat, elle existe. C'est sur tous les joueurs qui rentrent en centre de formation, 3% deviennent pro. Donc c'est déjà arrivé en centre, c'est déjà un truc de ouf. Pour la plupart, sur le nombre de licenciés. Mais sur les gens qui sont déjà en centre, 3%. C'est peu, c'est très peu. Très peu. T'imagines, alors pour les joueurs amateurs qui sont même pas en centre de formation, c'est encore moins. Ça. Donc voilà. Mais tu as vu, c'est un bel exemple de ce que moi, des valeurs que j'illustre, parce que tu as vu que dès l'âge de 12-13 ans, au final, tu avais déjà commencé à t'entraîner en dehors de tes séances en club, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je rabâche tous les jours sur mes réseaux sociaux. Et les joueurs commencent à le comprendre. Mais c'est bien d'avoir une personne comme toi qui a vraiment eu cette expérience. Comme ça, tu peux vraiment prouver que ça tombe pas comme ça. Au bout d'un moment, tu es obligé de faire en plus si tu veux y arriver. Donc, je trouve que c'est très jeune. Enfin, moi qui étais en centre, j'ai compris ça à l'âge de 16 ans, 16-17 ans, tu vois. Et le comprendre à 13 ans quand tu es encore sur petit terrain, que c'est pas le même sport en vrai, c'est pas la même chose. C'est ouf en vrai. Après, moi, c'est parce qu'aussi dans mon équipe, j'avais pas mal de talents. On était combien? On était 4, 5, on était combien? 3 à signer. 4 à signer pro dans un club pro dans notre club, dans notre équipe de 13, on était 4 à signer pro. Du coup,
quand j'ai commencé l'année, je me suis pas dit je commence en étant le meilleur. Et comme j'avais des bels exemples devant moi, je me suis dit il faut aussi que je rattrape le train. Et pour rattraper le train, il n'y avait pas 36 000 solutions. À l'époque, on avait 1 ou 2 entraînements par semaine. Et c'était pas nécessaire. C'était pas assez pour arriver où je voulais arriver. Du coup, c'est pour ça que... Tu veux dire que vous étiez 4 d'Evry à signer en centre de formation, c'est ça? De notre équipe, moins de 13 à signer en centre. En centre. C'était pas mal, c'est une bonne génération. Beaucoup, c'était une bonne génération. C'est pour ça que... Et sur les 4, il y a combien qui aujourd'hui jouent encore Il y en a un. Voilà. Pourcentage. Il joue à Hambourg. Hambourg, en Allemagne. Jean-Luc Dampé, Ok. Il joue à Hambourg. Mais après, on a quand même... on était 3 à signer pro, tu vois. Donc, oui, bien sûr. Après, on a quand même réussi à signer pro. Mais ouais, aujourd'hui, en activité, il n'y en a qu'un seul. Après, c'est toujours le débat, c'est quoi être un joueur confirmé? Est-ce que c'est être signé pro ou est-ce que c'est ce qui se passe après? Moi, je pense que c'est ce qui se passe après. Voilà. Parce qu'en fait, il y a tout le temps des étapes dans le football. Ouais, parce que déjà, arriver en centre de formation, c'est compliqué. Ensuite, signer aspirant, c'est compliqué. Signer stagiaire, c'est compliqué, tu vois. Et après, signer pro, une fois que tu signes pro, il faut confirmer, tu vois. Il faut faire des entrées, il faut faire des bancs, il faut essayer de jouer. Et quand tu joues après, tu vois, souvent, tu arrives vite en fin de contrat. C'est-à-dire qu'il faut faire tes preuves rapidement pour ensuite avoir ton bon contrat pour être remplaçant confirmé. Et après, une fois que tu es remplaçant confirmé, passer sur le terrain, titulaire confirmé, garder ta place 1 an. Et après, il y a encore d'autres étapes, parce que quand tu es sur le terrain, après la confirmation, c'est forcément la chute, tu vois. Du coup, il faut montrer que tu es encore là. En fait, c'est constamment un combat. Tu vois. Toujours obligé de prouver que tu dois être là à l'étape d'après. C'est ça qui m'a fatigué un petit peu quand je suis arrivé au PSG. C'était pas la même intensité qu'à Bastia. À Bastia, comme c'était très familial, on pouvait se permettre des choses, tu vois. Mais arrivé au PSG, par rapport aux entraînements, tu pouvais mettre le pied un petit peu, tu vois, ou même, on va dire, des choses banales, tu vois, des temps libres, on en a plus qu'au PSG. Et au PSG, en fait, ce qui m'avait plus fatigué, c'était cette intensité que tu mettais tout le temps à l'entraînement. Même à l'entraînement, il faut être le meilleur tout le temps, tu vois. Même tu rates un contrôle à l'entraînement, on dirait que tu as raté un penalty en Ligue des Champions, tu vois, parce que tu sais que ça va être compliqué. Tu sais que ça va être compliqué derrière que le coach il te refasse confiance, parce qu'il y a tellement d'éléments qui sont bons aussi, que c'est compliqué. Tous les jours se battre, c'est pas facile. Mais explique-nous, comment ça s'est passé? En fait, parce que là, tu as fait U15, U17, U19 et N3 à Bastia, mais comment le PSG est venu? Comment ça s'est passé vraiment la transition du centre de formation de Bastia au PSG? En fait, j'étais meilleur buteur chaque saison, tu vois, et j'avais plusieurs clubs qui étaient sur moi. Il y avait Valenciennes, il y avait tous les mêmes clubs qui ont toujours été là. Il y en avait même un peu plus, tu vois. Et moi, j'avais des connaissances avec les recruteurs du PSG qui m'ont contacté directement et qui m'ont demandé si ça m'intéressait le projet. Et moi, comme mon rêve, c'était toujours de jouer au Paris Saint-Germain, j'ai tout de suite accepté. Et même comme j'étais parti tôt en centre de formation et loin, j'avais envie de revenir un petit peu dans mon coin. Et c'est ce qui s'est passé. Vite fait. Tu penses que ça a été un bon choix? Non, je pense pas que ça a été un bon choix. Et justement, c'est parce que j'étais pas entouré, j'avais pas d'agent. C'est pour ça que j'ai créé la JNK Academy. Parce que dans ces moments-là, j'ai pas fait les bons choix. Mais parce que tu sais, quand tu arrives dans le monde du football, si t'as pas quelqu'un qui connaît le football dans ton entourage, c'est compliqué, tu vois. Et quand tu passes de Bastia au PSG, déjà que Bastia c'est compliqué quand tu connais pas le foot, alors PSG ça devient une autre histoire, tu vois, parce que c'est qui t'entoure, qui t'a ramené, c'est qui ton agent. Si on fait un transfert, l'argent il va tourner comment? Il y a trop de choses, il y a trop de du business, quoi. En fait, ça devient du business. Ça devient du business. Beaucoup d'extra-sportifs. Et tu vois, vu que toi, t'as grandi à Évry, c'était pas compliqué de retourner de là où tu viens, parce que t'étais un peu isolé. Donc, c'est un peu plus simple d'être focus, tu vois. Et le fait de revenir, il y a tous tes potes, tout l'environnement. C'était pas chaud à gérer un peu ça? Ça a été compliqué de ouf, parce que, tu sais, en plus, à ce moment-là, j'avais un peu de hype. Et ça fait que on m'invitait dans des soirées en boîte, des boîtes qui m'invitaient, qui me bookaient. Et quand tu n'as jamais connu ça et que, comme je t'ai dit, tu n'as pas d'entourage qui te conseille pour te dire non, fais pas ça, concentre-toi sur ça, fais pas ci, fais pas ça, tu es un peu livré à toi-même, tu vois. Et du coup, tu y vas parce que tu n'as jamais connu ça et tu veux découvrir. Et après, tu y prends goût.
Et tes potes, je leur en veux pas tellement parce que eux non plus, ils connaissaient pas, tu vois. Et quand ils ont connu ce monde-là à travers moi, et c'est difficile de reprocher à quelqu'un de faire ce que toi-même tu fais, tu vois. Mais c'est vrai que c'était pas le bon choix. C'était mieux de rester isolé, où je pouvais me concentrer que sur le football. Mais je pense que j'aurais dû avoir ça peut-être à petite dose, tu vois. Là, venir au PSG, avoir un gros salaire, avoir une hype d'un coup, pour un joueur, ça fait mal à la tête, tu vois. Surtout qu'on pense en fait qu'il faut être prêt. En vrai, il faut être prêt à pouvoir recevoir tout ça. Et c'est pour ça que ça se cultive, tu vois. Il faut préparer mentalement, il faut avoir un accompagnement, un suivi. C'est un petit peu comme quelqu'un qui gagne 1 million au loto, tu vois. J'ai les plaisirs en plus. Il faut se préparer psychologiquement. Parce que t'es pas fait pour ça. T'es pas fait pour recevoir autant d'amour, autant de... L'humain est pas fait pour ça. T'avais 18 ans, 19 ans? Ouais, 18 ans. 18 ans. Ouais, 17, 18 ans. Je passais sur mes 18 ans, ouais. Et c'est vraiment compliqué, hein. C'est chaud, hein. Même si tu penses être prêt, c'est pas pareil. Quand tu l'as devant toi et tout, quand t'as tout ça, ta tête, elle peut vite péter. Hein. Surtout si t'es pas accompagné, du coup. Non, ouais, surtout si t'es pas accompagné, de ouf. Et toi, t'avais réussi à rester humble ou t'avais un peu Non, plus la après, grosse tête? humble, j'étais humble, mais j'étais moins travailleur. Ouais. J'étais moins bosseur. Et surtout, en fait, dans le football, à ce niveau-là, il faut savoir fermer sa bouche à certains moments, tu vois. Tu peux pas trop parler fort, tu peux pas trop respecter, tu peux pas trop être rebelle, tu vois. Il faut être un peu lisse. Et moi, je savais pas ça, tu vois. J'étais un petit peu en mode, c'est quoi cette injustice-là? Le coach, comment ça se fait qu'il a le même agent qu'un joueur? Et ce joueur-là, il est en concurrence avec moi. C'est déloyal, tu vois. Je me suis dit, c'est pas comme ça, mais en fait, ça se passe pas comme ça, tu vois. Il faut que ton agent, il parle avec, par exemple, c'était qui, Olivier Létang, il lui dit ça, qu'il passe ça, que tu signes tel contrat, dans ton contrat, il y a telle clause. Et en fait, il y a trop de paramètres, et j'étais pas prêt, en fait. C'était pas sportivement que j'étais pas prêt, mais c'était tout le autour, c'est ça? C'est le autour, j'étais pas prêt du tout. Comme quoi, il n'y a pas que le talent qui compte. Hein. Non, mais là, c'était plus une question de talent, là, au PSG, tu vois. Il y a trop de trucs qui rentrent en compte dans la balance. Ouais, c'est pour ça qu'on dit que les joueurs, même les joueurs qui sont amateurs, il y a trop de choses, il y a trop de paramètres qui font que tu deviens pro ou pas. Et donc, tu as plein de joueurs qui sont amateurs en N2, en N3, qui concrètement ont le talent ou ont le niveau d'aller jouer au-dessus. Bien sûr. Mais c'est d'autres choses qui fait que aujourd'hui, ils n'y arrivent pas. Et des fois, c'est un déclic, un truc, ça peut juste modifier, tout changer dans une carrière. C'est incroyable. Mais des fois, rien que l'attitude, ça peut changer, ta trajectoire. Et surtout, qui t'entoure, qui parle à ton nom. Tu vois, ça, c'est super important dans le foot. Parce que malheureusement, il y en a qui veulent tellement signer, qui parlent avec tous les agents. Et du coup, il y a 3-4 agents qui appellent le même club. C'est pas bon. Le club, il commence à dire non, tu vois, lui, ça va être une source de problème. C'est mieux qu'on évite. Et il y a plein d'erreurs comme ça que tu commets quand t'es pas entouré. Et en plus, c'est aussi le chemin inverse. C'est que les joueurs, ils cherchent tellement des agents. Les agents, évidemment, c'est leur gagne-pain. Du coup, ils en cherchent aussi. Du coup, tu te retrouves avec des agents qui ont 15, 20, 30, 40 joueurs derrière. Comment tu veux qu'ils s'occupent de toi? Comment tu veux qu'ils s'occupent de toi? Ils vont forcément calculer les plus grosses têtes, tu vois. C'est ça, exactement. Donc, à un moment donné, tu vois, moi, j'étais gardien de but. Mon agent, il avait 5 gardiens. Il y a un test là-bas. T'envoies qui? Celui avec qui tu as le plus d'affinité. Exactement. Hein, tu vois. Et des fois, c'est pas le niveau, des fois, c'est autre chose. Des fois, c'est même autre chose. Encore, c'est même pas plus d'affinité. C'est lui, comment il a avec. Ou lui, il a un frère dans le club. Moi, à Reims, il y avait ça. Comment il est avec ta daronne, truc, tu vois. Si ton frère, ceci, s'il parle avec lui, il va manger avec lui, tu vois. De fou. À Reims, il y avait ça. Il y avait un joueur, il avait signé parce que son frère était pro. Et du coup, il avait dit je viens que si mon frère vient avec la réserve. Le frère. Bon. Voilà. Après, moi, j'ai connu ça un petit peu avec les WEA. Les WEA Timothy, j'ai connu Timothy. Il y avait avant ça, il y a son frère qui était là, Junior WEA, qui s'appelle Georges Junior WEA. Et il était bon, mais tu vois, est-ce qu'il méritait de signer au PSG? Je suis pas sûr. Tu vois. Timothy, t'en penses quoi? Timothy, c'est le fils à Wea. Hein. Parce que c'est le fils à Wea. Je pense que si c'était pas le fils à Wea, je suis pas sûr qu'il aurait eu la même carrière. Okay. Donc, il fait quand même ce qu'il a à faire. Il marque ses petits buts. Même là, maintenant, il a la Juve. Ouais. C'est bien, mais est-ce que si c'était pas Wea, est-ce qu'il l'aurait fait? C'est toujours pareil. Moi, je pense qu'il a quand même un mérite. Parce que tu vois, en plus, surtout le fait de jouer avec un nom comme ça, t'as déjà un peu plus de pression, tu vois. Mais ça t'ouvre un peu plus de portes, mais t'es obligé d'être bon. Si t'es pas bon, déjà, je pense pas qu'il sera à la Juve aujourd'hui, tu vois.
Je pense pour être à ce niveau-là, tu as toujours du mérite. Tu peux pas non, mettre un peintre. Voilà, il a quand même quelque chose. Oui, voilà. Il a quelque chose. C'est pas... Mais est-ce qu'il était sûr qu'il aurait eu la même carrière si c'était pas Weah? En vrai, on peut pas savoir. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il aurait joué à la Juventus? Non, je pense moi, j'ai joué avec possible. lui, personnellement. Ouais. J'ai joué avec lui, du coup, en 15 et en 14 et en 15. Il était bon. C'était un des meilleurs joueurs de l'équipe, mais c'était pas celui auquel on pensait pour la future carrière de ouf, quoi. Mais regarde, mais dans le football, dans tous les cas, il peut y avoir des cracks des meilleurs buteurs, et au final, on aurait pensé peut-être qu'il serait à 1 ou 1. Exactement. C'est pas forcément à chaque fois les plus forts qui arrivent. Comme je t'avais dit dans le podcast, Manu Koné, je sais pas si tu vois, c'est Manu Koné aujourd'hui. Je jouais avec lui en U13 au Paris FC. U13, c'est l'année où tout le monde signe, etc. C'était la personne, tout le monde s'en foutait, quoi. Personne pensait que Manu Koné allait faire cette carrière, etc. Après, c'est jeune un peu quand même. Mais c'est ça, c'est tellement jeune. C'est tellement jeune. Encore une grande marge de progression. Exactement. On peut pas juger, tu vois. Mais là, moi, je juge à l'heure actuelle. Ouais, à l'heure actuelle. Vraiment, tu penses qu'il mérite de jouer à la Juve? Et c'est quoi son dernier club, Lille? Ouais, Lille, après, il a fait Juve, ouais. Est-ce que tu penses de Lille, tu vas à la Juve comme ça, avec ces prestations-là? Même l'attaquant de Lille, c'est qui Jonathan David. Ouais, il était plus fort que Weah quand même. Il a pas signé. Après, ouais, il joue à latéral à la Juve. Ils l'ont mis des latérales maintenant. C'est ça qu'il joue. Peut-être qu'il y avait vraiment un manque à ce poste-là. En plus, Guardado, il est parti, etc. Donc, peut-être qu'il a réussi à rentrer dans ce système-là. Je pense. Après, comme on dit, il y a toujours une part de chance. Oui, c'est les opportunités. C'est ça. Faut être content pour lui. Après, moi, voilà, je lui souhaite que le meilleur. Hein, mais c'est juste un paramètre que moi, j'essaie de soulever en disant que c'est le nom qui l'a poussé un petit peu. Tu vois. Oui, ça aide. Parce qu'à Ethan Mbappé, est-ce que vraiment il a le niveau de faire des bancs en Ligue des Champions? Franchement, il progresse, Ethan. C'est un bon joueur. J'ai vu jouer d'ailleurs récemment. C'est un bon joueur. C'est vraiment un bon joueur. Mais est-ce que si tu t'appelles pas Mbappé, tu fais un banc en Ligue des Champions? Tu vois, c'est toujours pareil. Mais tant mieux pour lui, c'est une chance. Il va pas s'en plaindre. C'est une chance. Ah bah oui. Après, il l'a saisi. Et au PSG, toi, c'était comment? T'as réussi à faire des matchs? Comment c'était un peu? Ouais, moi, j'ai fait quelques entrées. J'ai fait la pré-saison comment ça s'appelle, en Autriche. Et après, je suis revenu. J'avais fait aussi le banc contre le Real. Et j'avais fait quelques entrées en coupe. Enfin, pas que des entrées, mais quelques bancs en coupe. Mais j'avais fait juste des entrées en pré-saison, tu vois. Et en début de saison, et après ça s'est vite stoppé parce que justement, l'histoire de fin de contrat, d'agent, pas d'agent, ça m'a rattrapé. Et au bout d'un moment, il ne pouvait pas parler avec moi directement. Et du coup, comme j'avais pas d'agent qui me représentait, c'était un petit peu le néant, tu vois. C'était un petit peu vide, on savait pas où parler, on savait pas quoi faire. Et dis-toi que moi, le PSG, ils m'ont pas viré. Hein. Moi, je suis parti peut-être 2 mois avant la fin. Pourquoi? Comme je t'ai dit, il y avait le coach. En fait, comment c'est David Bechkoura. Okay. David Bechkoura. Mais ce qui s'était passé justement avant que ça commence à chuter, c'est que comme j'avais pas d'argent, il y avait un meilleur ami le meilleur ami à Laurent Blanc. C'était un agent et tout. Il est venu me voir, mais je le connaissais pas, tu vois, à l'époque. Il vient et me dit en gros, ouais, je vais m'occuper de toi. Là, j'ai un plan de carrière. Là, tu finis juste la saison. Après, on te fait prêter à Udinese. Et comme ça, après, tu reviens plus fort, etc. Tu vois. Mais comme à ce moment-là, il y avait tellement d'agents qui venaient parler dans mes oreilles que je ne savais pas à qui faire confiance, tu vois. Et du coup, je l'ai accueilli chez moi. On a discuté un moment. Et j'étais pas très chaud, tu vois. Pourquoi le feeling n'est pas passé, etc. ou... Franchement, tu vois, c'est quand on vient t'approcher comme ça et que tu connais pas la personne. Et avant on n'était pas aussi connectés, tu vois. On peut aller regarder les Kinjing, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut demander des renseignements un petit peu à droite à gauche. Parce que aujourd'hui, j'ai un entourage et j'ai surtout des contacts qui font que je peux demander, tu vois. À cette époque-là, j'en avais pas. Et j'ai pas pu me renseigner et j'étais un petit peu, j'avais des craintes. Du coup, j'ai préféré un petit peu m'écarter de tout ça. Je lui ai dit, pour l'instant, je voulais pas bosser avec quelqu'un. Et lui, il s'est énervé. Hein. Il m'a dit, ouais, ok, tu verras, tu vas voir ce que je vais faire et tout. Ah oui. Je lui ai dit, il va voir ce qu'il va faire. Je sais pas ce qu'il va faire, tu vois. Donc, ça m'intéresse pas trop. Et un beau matin et tout, je vais à Clairefontaine. C'était à huis clos, vraiment aucun journaliste, personne. Pourquoi Clairefontaine comme ça? Parce que de temps en temps, on faisait des reprises à Clairefontaine, on allait s'entraîner avec le PSG, tu vois, là-bas. Et du coup, là, c'était à huis clos. Personne ne pouvait rentrer, vraiment personne, tu vois. Et du coup, on finit de s'habiller, tout ça, en descendant, tu vois, sur le terrain qui est en bas, là. Et j'arrive, je vois au loin, je le reconnais, tu vois. Et je vois, il fait la bise à Laurent Blanc.
Je me suis dit, c'est fini pour moi. C'est KO là. Je sens que ça ne va pas se passer comme ça doit se passer, tu vois. Et du coup, j'ai fait la pré-saison. Comme je t'ai dit, j'ai fait les matchs, etc. Et après, boum, d'un coup, ça stoppe un peu. Je redescends avec la réserve. David Beshkora, il me met remplaçant. Je dis, mais tu vois, c'est bizarre. Normalement, je redescends des pros. Comment je peux être remplaçant en réserve, tu vois? Et il y avait Khalifa Koulibaly qui était l'attaquant de Nantes, là. Lui aussi, il avait le même contrat que moi, tu vois. Et comme il était plus vieux que moi, il préférait le mettre lui par rapport à son contrat, par rapport à ci, par rapport à ça, tu vois. Peut-être que lui, il avait un agent pour le coup. Il avait un agent pour le coup. C'était le même gars. C'était le même agent. Ah, c'était lui en plus? Ouais, c'était le même agent que le coach. Tu vois. Ok, c'était pas le. Tu vois. Et je me suis dit, là, je suis dans une sale sauce, tu vois. Et dès que ça a commencé à se voir, dès que j'ai commencé à le voir, je suis passé directement en réserve. Après, je montais. Mais le coach de la réserve, David Beshkora, voulait me bloquer. Ouais. Mais comme Laurent Blanc, Gassé, il m'appréciait de ouf, tu vois. Et il me disait quand même, ouais, mais ramène-le, tu vois. Parce qu'en fait, comment ça se passe en réserve, quand tu dois faire des entraînements pro, le coach, lui, il note un petit peu qui il va envoyer, tu vois. C'est le coach qui envoie et eux, ils prennent seulement, tu vois. Et quand il notait, il ne mettait plus mon nom. Mais comme je t'ai dit, comme il m'aimait bien, Jean-Luc Gassé et Laurent Blanc, mais il demandait tout le temps, il est où John, tu vois, ramenez John, tu vois. Et du coup, ça l'énervait encore plus, tu vois. Et après, à la fin de saison, il a trouvé une vieille histoire, je sais pas, un vieux truc, même pas une embrouille, tu vois. Il m'avait dit un truc, mais j'étais pas d'accord, c'était faux, tu vois. Je lui ai répondu. Il m'a dit, ah ouais, tu veux me répondre, tout ça et tout. Vas-y, ok, toi, pendant une semaine, interdit d'entraînement. J'ai dit, oh, comment ça, interdit d'entraînement, tu vois. Non, d'abord, ça a commencé remplaçant. Après, interdit de match. Après, interdit d'entraînement. J'ai dit, mais c'est en fou. Ça, c'est des trucs que tu fais au 17, ça. C'est pas des trucs que tu fais en réserve. Je te jure, il m'a fait ça. Alors, je redescendais des pros. Il m'a fait ça. Et t'étais sous contrat pro en plus, c'est ça? Ouais. Et c'était un contrat 1 an, là. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, là, franchement, je sais que personne ne va parler en mon nom. Je suis dans une situation compliquée. Et franchement, j'étais tellement tombé en dépression que 2 mois avant, j'ai dit, vas-y, je m'en vais, tu vois. Je m'en vais. Et en plus de ça, finalement, il ne voulait pas me virer, tu vois. Mais comme j'étais pas entouré, j'avais rien pour personne pour parler avec pour moi, je suis parti comme ça. Et après, je suis parti à Évry. J'ai arrêté le foot pendant un moment et j'ai repris là-bas. Après, j'ai signé à Miami. Et après, ça a été, tu vois, quand tu cours derrière le temps ou derrière une carrière que tu devais avoir, quand tu rates le train, c'est compliqué, tu vois. C'est pour ça que ça m'a fait un petit peu bouger à droite, à gauche. Je suis parti de Miami, après je suis parti en Italie, après je suis allé au Danemark, après je suis allé en Russie. Après, je suis revenu en Belgique, et je suis allé en Arménie. Et en fait, tout ça, je me disais, peut-être j'ai abandonné une fois, mais il ne faut pas que j'abandonne une deuxième fois, tu vois. Donc, c'est peut-être ça mon combat. Et franchement, la religion, ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là, tu vois. Du coup, ça a pu me rendre focus. Et je me suis concentré sur ça. Après, je me suis marié et j'ai eu des enfants. J'ai eu mon enfant, mon premier fils. Et ça a été une source de motivation, tu vois. Je me suis dit, là, c'est plus juste mes envies à moi, mais ça devient une obligation. Ouais. Du coup, c'est ça qui m'a donné la force un petit peu d'aller à droite, à gauche. Mais tu as vu, il y avait toujours des histoires d'agents. Et dans les pays comme l'Italie et tout, c'était encore plus compliqué parce que, je sais pas si c'était mélangé à la mafia ou trop de magouilles, trop de choses, tu vois. Et ça m'avait un petit peu dégoûté du monde du football et du système de comment les joueurs sont traités. On dirait, pour moi, on était comme du bétail. T'as un produit, en fait. T'as un produit, t'as un prix. Ouais, c'est ça. Mais t'as vu, tous les petits veulent être footballeurs, mais de ressentir ça, c'est pas la meilleure des choses, tu vois, de se sentir comme un produit. Et après, j'ai arrêté et ça m'a peiné, tu vois. Ça m'a peiné vraiment longuement, comme j'ai dit dans le podcast avant, j'arrivais plus à regarder la télé, tu vois, j'arrivais plus à regarder les matchs, j'arrivais plus à regarder n'importe quel match, parce qu'à chaque fois, il y avait un mec, comme je disais, avec qui j'ai joué, et justement avec des mecs avec qui c'était remplaçant, des mecs, je les calculais même pas, tu vois, et aujourd'hui, c'est eux devant. Et tu dis, putain... Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé, le John d'aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il aurait pu dire au John d'il y a peut-être 5, 6, 7... T'as quel âge là maintenant 30, j'ai eu 30 cette année, Et là, ça fait... ça monte, là, ça fait 12 ans déjà. J'avais 19 ans. 19 ans? Ouais, j'avais 19 ans quand j'étais pro PG, c'était il y a 11 ans. Et quel conseil t'aurais donné à ce John-là, à ce moment-là? Entoure-toi bien. Entoure-toi bien. Et surtout, lâche pas, tu vois. Parce que moi, ce qui m'a
encore que ça soit un échec PSG, ok, tu vois. Mais c'est le fait que j'ai lâché qui m'a tué, qui m'a fait perdre énormément de temps. Parce que quand tu t'arrêtes, en fait, quand tu t'entraînes, tu rattrapes juste le retard que tu as perdu. Et pour rattraper ce temps perdu, il faut 1 an minimum, tu vois. Et ça m'a fait perdre énormément de temps parce qu'après, déjà, pour les rattraper, c'est beaucoup d'énergie. Et quand tu n'arrives pas à avoir le résultat que tu veux avoir, au bout de ces 1 an-là, tu retombes encore en dépression. Parce que là, tu te dis, peut-être c'est vraiment fini, tu vois. Peut-être je force. Mais après, tu essaies d'essayer de faire autre chose. Tu vas travailler. Mais c'est dur de travailler quand on te reconnaît. Mais t'étais pas footballeur, toi. Tu vois, aujourd'hui, comment ça, tu taffes, tu vois. Tu essaies de montrer un bon visage, mais au fond, ça fait mal, tu vois. Ça fait mal et c'est dur à vivre. Et le conseil que j'aurais vraiment pu me dire à cette époque, c'est de ne pas lâcher, de ne pas écouter les gens et surtout de ne pas calculer tout ça, parce que tout ça, c'était qu'éphémère, en fait, tu vois. Quand tu es en haut, et c'était mes premiers succès, où quand tu es en haut, tu penses que tout le monde est gentil avec toi, tu penses que tout le monde t'aime, et une fois que tu chutes, tu vois qu'il n'y a plus personne avec toi, et ça t'entraîne encore plus dans ta déception, dans ta dépression. Et c'est ça qui est dur à vivre, tu vois. Mais le seul conseil que je pourrais donner, c'est de croire en ses rêves, vraiment, et de ne pas lâcher, quoi qu'il arrive, qu'il y ait un échec ou pas d'échec. De toute façon, il n'y a pas d'échec, en vrai, tu vois. C'est que apprendre. C'est que des leçons, tu vois. Et c'est vrai que c'est des phrases bateau, hein. Malheureusement, tu vois, c'est quand tu grandis que tu te rends compte, non, en fait, c'est pas seulement des phrases bateau, tu vois. Ça a du sens, mais tellement c'est dit à longueur de journée que tu te retrouves plus, tu vois. Mais une fois que tu le vis, vraiment, tu comprends. Et en tout cas, s'il y en a plein qui nous écoutent, vraiment, il ne faut pas lâcher, croire en ses rêves et surtout croire en soi. Croire en soi et investir en soi, tu vois. C'est mieux que d'investir dans autre chose, en tout cas. Et tu vois, ton groupe de potes que tu avais quand vous sortiez, etc., quand ils ont vu que tu n'as plus de club, etc., tu n'étais plus au PSG, tu as gardé tout ce même groupe, il y en a qui sont partis non, tu as vu, quand j'étais au PSG, comme je dis souvent, j'étais beaucoup invité. Mais quand j'étais plus au PSG, j'étais beaucoup évité, tu vois. Et malheureusement, les liens... Après, tu vois, ça, c'est un petit peu comme tout le monde, en vrai, que ça soit dans le foot ou pas. Tes amis d'enfance, quand vous grandissez, vous n'avez plus forcément les mêmes délires, les mêmes centres d'intérêt. Du coup, ça forme des petits groupes par petits groupes. Et même dans ces petits groupes-là, des fois, ça se casse. Et après, ça reste des amis d'enfance. Mais aujourd'hui, des amis actuels, vraiment, avec qui je traîne, non, il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y en a peut-être 2, 3 max. Tu vois. C'est la vie qui a fait une sélection. C'est seulement la vie, c'est seulement la vie. Naturelle. C'est comme ça. Et juste pour revenir un peu sur ce que tu disais, sur le conseil que tu donnerais de t'entourer, c'est un truc qu'on dit souvent avec Wes, 70% de la réussite de quelqu'un, notamment d'un footballeur, est due par son entourage. Mais l'entourage, c'est pas juste un agent. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus. Tu vois, pour ceux qui nous écoutent, etc., dans ta vision, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir concrètement à ce moment-là, plus qu'un agent, plus que... C'est quoi qui te manquait vraiment dans... À cette époque-là, je pense que c'était même pas un agent qui me manquait, tu vois, c'était vraiment une personne qui connaît le foot et qui est... Un mentor. Un mentor qui est passé par le foot et qui sait ce qu'un club attend de toi, ce qu'un coach attend de toi, et surtout quel comportement tu dois avoir en dehors du terrain et sur le terrain. Et tu vois, d'avoir de quelqu'un qui te met un petit peu en place un train de vie quotidien. Un cadre, quoi. Un cadre, juste un cadre, en vrai, tu vois. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, ce rôle-là, c'est l'agent qui est censé le faire. Mais l'agent, son but, c'est pas ça. Il n'est pas là pour être un mentor. Moi, je pense pas que c'est pas... un agent, c'est pas son rôle de faire tout ça. Ah clairement, c'est clairement pas son l'agent, il doit défendre tes intérêts lorsqu'il y a une négociation, etc., etc. Mais tout ce qu'il y a autour, c'est pas à lui de le faire. Non, c'est pas à lui. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde du foot, en tout cas, c'est un truc que moi je trouve, c'est qu'il n'y a pas cet échange d'expérience entre les anciens, ceux qui ont réussi ou pas réussi, et les jeunes qui sont en train de monter. Et tu vois, par exemple, avec la GNK, c'est quelque chose que tu es en train de mettre en place parce que tu donnes de l'expérience aux jeunes. Mais avant ce que tu faisais, ou même avant ce que tu faisais, il n'y avait rien. Après, moi, c'est peut-être parce que ces personnes-là, ils n'étaient pas forcément à leur place, tu vois. Et je pense que tous les footeux qui font rien ou qui savent pas quoi faire après carrière, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, la plupart en fait. Tu as fait du foot toute ta vie, tu vois, tu as fait tes formations que dans le football. Quand tu sors du football, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois, tu as déjà un âge avancé, repartir faire des formations alors que tu as une carrière en Ligue 1 ou tu as même fait la Ligue des Champions, tu vois, c'est compliqué, tu vois, quand tu n'as pas bien géré ton argent, du coup, ils préfèrent rien faire, galérer. Alors qu'il y a tellement de choses à faire.
C'est ça. Et je pense qu'en fait, il y a plein d'agents qui prennent la place de ces gens-là. Et c'est pour Exactement. ça que, en fait, le rôle d'agent, malheureusement, maintenant, c'est plus ça. Mais de base, je pense que ça doit être ça, tu vois. Parce que quand tu es agent, c'est pas seulement agent, tu représentes le petit quand même, tu vois. Tu représentes ses parents, tu représentes ses valeurs. Et le but, c'est de l'emmener en haut. Aujourd'hui, le problème des agents, c'est qu'ils n'ont plus des plans de carrière. Ils veulent juste faire des one-shots, signer là-bas, il prend son chèque. Et d'ailleurs, va, même si l'intérêt du joueur n'est pas de signer là-bas. Parce que par exemple, tu vas avoir un coach qui va demander tel profil, mais c'est le directeur sportif, parce qu'il est en mèche avec l'agent, qui va faire signer le joueur, alors que c'est pas du tout le profil que le coach voulait. Et du coup, le coach, il est pas gagnant, l'équipe, elle est pas gagnante, le joueur, il est pas gagnant. Le seul qui est gagnant dans l'histoire, c'est l'agent. Parce qu'il a pris ça comme. Et ça arrive tout le temps. Tout le temps. Même maintenant. Parce que le but des agents, entre guillemets, c'est leur métier, c'est de faire de l'argent aussi. C'est ça, c'est ce qui les fait, vivre, c'est sûr. Après, est-ce que, par exemple, dans les formations d'agents, est-ce qu'on leur apprend à gérer, à encadrer un jeune, ou c'est seulement... Encore une fois, c'est que c'est abstrait, quoi, les formations. Si la formation officielle, c'est la licence FFF, c'est du droit. C'est du droit, donc non, tu vois. Contrat, etc. Ça va être ça. Mais effectivement, il faudrait des formations pour devenir un mentor et vraiment faire un plan de carrière pour un joueur, et pas juste du droit où tu sais lire un contrat. C'est pas le même métier. Ouais, ça, je pense qu'ils l'apprennent avec l'expérience. C'est ça, exactement. Les premières années, ça va être compliqué, surtout à gérer tout ça, les familles. Non, tu parles pas trop avec le joueur. Il y a un intermédiaire entre le joueur et etc. Donc, le problème aussi, c'est les familles aussi. Ouais, vraiment. Souvent, les familles, ils abusent, tu vois. On a tous connu des darons au bord du terrain. Vraiment. Il y a beaucoup d'oncles, de tantes, de papas, de mamans qui veulent jouer le rôle d'agent déjà, tu vois, alors qu'ils ne connaissent même pas le football. C'est ça qui est compliqué. Même s'ils le connaissent, c'est plus le même. C'est plus le même qu'à leur époque. Ça a trop changé. Ça a trop changé. Déjà, nous, on a deux doigts de plus suivre ce qui se passe actuellement dans le foot. Alors, des darons, c'est très, très compliqué. Exactement. Et là, je vais revenir de ton passage au PSG. Donc, tu t'entraînes avec les pros souvent, etc. Ouais. Ok. C'était qui les top joueurs à cette époque? Il y avait Zlatan ou pas déjà? Ouais, j'avais Zlatan, Thiago Motta, Maxwell, Pastore, Lucas, Matuidi. C'était le gros PSG, tu vois. Cavani aussi, non? Cavani, ouais. Je veux qu'on mette une photo. Il n'était pas encore là, Je veux qu'on mette une photo de John avec la crête, la crête blonde. Je veux qu'elle soit dedans. Mais tu sais que c'était même pas une teinture. Hein. C'est ma couleur de cheveux. C'est vraiment ta couleur de cheveux? C'est ma couleur de cheveux, pour de vrai. Pour de vrai. Comment ça? Je sais pas. Je suis comme ça. Pourtant, je suis camerounais 100%. Putain. Je sais pas. Et en plus, j'étais en sélection aussi du Cameroun. Okay. Mais ou espoir. Ok. Après, ce qui m'a marqué le plus au PSG, moi, à chaque fois, les gens, ça les choque, mais moi, c'est le joueur qui m'a le plus marqué, c'est Maxwell. Hein. Ah ouais? Maxwell est trop fort. Mais il était fort aussi, bien sûr. Il était trop fort. Et Thiago Motta aussi. Parce que c'est des joueurs, ils sont trop intelligents, tu vois. Et Maxwell, ce qui m'a impressionné, c'est que c'était un latéral. Mais on avait l'impression que c'était un 10, tu vois. Tous les ballons, ils passaient par lui. Et comment il gérait le jeu en étant latéral, c'est fort, tu vois. Après, moi, comme mon coach tactique, parce que j'ai une académie de footballeurs, etc., et on aide les joueurs, mon coach tactique dit beaucoup que aujourd'hui, un poste, ça veut rien dire. En fait, c'est plus des postes, c'est des fonctions. Tu vois, il peut être latéral, entre guillemets, entre postes, mais si sa fonction, c'est d'être meneur de jeu, il va être meneur de jeu. C'était ça, en fait. C'était ça. Moi, c'était la première, justement, par rapport à ce que tu dis ça, je rebondis sur ça. Moi, c'est ça qui m'avait marqué, tu vois. C'est que je me disais, mais en fait, t'as vu, il est latéral, mais c'est clairement le meneur, tu vois. Et après, Thiago Motta aussi, ce qui m'avait marqué, c'est que tu ne le vois pas courir, mais il est toujours derrière toi. Et quand tu veux l'anticiper, il a une qualité de passe, c'est mort, tu vois. C'est claqué, ça arrive dans les pieds. Est-ce que toi aussi, quand tu es passé avec les pros comme ça, que tu as commencé à jouer avec des joueurs pros confirmés qui ont 35, etc., c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est plus la même chose. C'est plus le même football. Exactement. Mais c'est bizarre parce que tu retrouves peut-être ce football d'insouciance quand tu étais plus jeune, tu vois, ce plaisir-là en tout cas. Mais jusque là, il faut être concentré. C'est ça. Parce que là, t'as pas envie de perdre le ballon. Parce que si tu perds le ballon, t'es puni. Tu vas être regardé en mode, oh, il gâche le jeu. Tu vois, quand tu vois, toi, tu fais des matchs, tu connais un joueur, il était pas bon. Tu vois, t'étais énervé contre lui, tu vois. Tu te dis, mais tu veux pas lui dire directement, mais ça se sent. Ouais, vas-y. Même, tu vois, quand t'es de la peau d'un jeune joueur et que tu commences à arriver en pro, je pense qu'ils veulent toujours un peu surjouer, tu vois, pour essayer de prouver qu'ils ont vraiment leur place. Ouais, et ça peut les desservir, tu vois. Mais ça les dessert parce que, justement, en fait, quand ils font ça, ils suivent pas le jeu. C'est ça. Et le plus important,
moi, en tout cas, ce que j'avais compris et ce qui m'avait permis de monter en pro, c'est que je déroge pas le jeu. Tu vois, s'il faut faire la passe dans cet intervalle-là, je le fais. S'il faut faire cet appel-là, je le fais. S'il faut finir une touche, je le fais. Tu vois, j'essaye pas de dénaturer mon jeu. J'essaie pas de montrer au coach que je sais faire ci, je sais faire ça, parce que justement, pour moi, un bon joueur, c'est quelqu'un qui s'adapte bien et qui dérange pas le jeu. Tu vois, au contraire, qui apporte une plus-value. Bah, c'est ce que disait Benzema. Dans une interview, il disait exactement ce que tu es en train de dire. Il disait que moi, je fais ce que le jeu demande. Je suis pas là pour m'inventer une vie. S'il faut mettre en une, il faut mettre en une. S'il faut remiser, il faut remiser. Voilà. La même phrase. Après, c'est peut-être la phrase de neuf, hein, tu vois. mais en tout cas, voilà. Généralement, oui. Après, c'est vrai qu'un neuf, on ne lui demande pas trop de contrôler, faire une transversale. Oui, faire ça, tu vois. Après, certes, tu peux rajouter ces actifs à ta palette, tu vois. Mais c'est pas ton rôle premier, tu vois. Ton rôle premier, justement, quand tu es un attaquant, c'est de respecter le jeu, tu vois, de respecter un petit peu ce que tes milieux ont mis en place. Et même c'est le football, en fait, tu vois. Ça se lit, c'est des courses, c'est des calculs, c'est des maths, tu vois. Donc, de ouf. En fait, pour moi, ce qu'il faut, c'est de mettre ton coéquipier dans les meilleures conditions, tu vois. Donc, si je dois faire la passe, je vais la faire avec le bon dosage, dans le bon axe pour que toi, tu viennes justement tirer en une. Ou... Vraiment, pour moi, j'ai été un bon joueur, c'est parce que j'ai essayé de servir au maximum mon coéquipier dans les meilleures conditions, tu vois. Tu pensais plus jeu que toi? Ouais, je pense plus jeu que moi, ouais, totalement. Okay. Et est-ce que tu as une anecdote du vestiaire à cette époque-là, avec les grosses têtes, les Zlatan, etc. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué? Ouais, c'est la première fois que j'ai vu Zlatan. Ouais. La première fois que j'ai vu Zlatan, il est en retard. Il m'a marqué plusieurs fois, lui. Hein, tu vois. en vrai, il m'a marqué plusieurs fois, tu vois. Ouais. Première fois, déjà, il vient dans le vestiaire et tout. Nous, on s'installe, on était les petits jeunes, tu vois, on s'était mis dans notre coin. Et lui, il arrive un peu en retard. Mais il arrive, tu vois, déjà que même malgré que les autres, ils sont pros, tu vois, quand il arrive, il y a quand même une prestance, il a un charisme de ouf, tu vois. Il arrive, il nous regarde archi mal. Nous, on commence à se regarder. Oh, il a fait quoi? Il a fait sa place. Tu vois. Après, finalement, il sourit, il nous dit non, ça va, vous allez bien, tout ça et tout. Et on devait jouer, à l'époque, on jouait son numéro quand t'as pas ton contrat pro, tu vois. Son nom. Ouais, 33, quoi. Le numéro, 33 ou 35, ou peu importe, tu vois. Et du coup, lui, il avait dit non, eux, il faut qu'ils aient leur nom. Il faut qu'ils soient traités comme nous, tu vois. Et franchement, j'ai trouvé ça, tu vois, je me suis dit, en fait, ce qu'on voit dans les images ou à la télé, c'est pas forcément l'homme qu'il est, tu vois. Et encore une autre anecdote, il devait faire une pub pour Xbox. Et les conditions qu'il avait mis dedans, c'était c'est que tous les joueurs du centre de formation aient une Xbox, tu vois. C'est bon, il est généreux. Il est généreux de ouf, tu vois. Il est généreux de ouf. Et même Thiago Motta, Maxwell, tout ça, c'est vraiment des bons gars, tu vois. C'est vraiment des bons gars. Aujourd'hui, je sais que je les revois, il n'y aura pas de timinique, tu vois. Ils vont être aussi ouverts qu'ils l'ont été à l'époque. Donc, non, franchement, j'ai été surpris par la bonté des joueurs. Après, bon, j'avoue que quand tu touches un salaire à 6 chiffres chaque mois, tu peux qu'être bon, tu vois. Tu peux qu'être bon délire, tu vois. Mais bon, ils sont pas forcés quand même. Parce qu'il y en avait d'autres. Je ne citerai pas forcément les noms. Mais je pensais qu'ils allaient être plus avenants avec nous, les jeunes, parce que c'était des Français, peut-être de la région parisienne et tout. Mais c'était ceux qui nous calculaient le moins, tu vois. Ouais, c'est souvent ça. Hein. Ouais, c'est souvent ça. C'était paradoxal. Hein. Bon. Moi, avant qu'on passe à la suite de ta carrière et la fin du PSG, juste pour que les gens, et même Wesley, puissent se rendre compte de la génération que tu avais, parce que je pense que tu n'es pas prêt. Ouais. Est-ce que tu peux juste nous citer dans quelle équipe tu jouais, la génération 94 du PSG, et que tu étais titulaire dans cette équipe? Au goal, il y avait Maignan. Okay. À droite, il y avait Sabali ou Ikoko. Ikoko. Derrière, il y avait Bourdin, Conté. Conté qui était à Reims. À gauche, il y avait Presnel. Kipembe. En 6, il y avait Rabiot. En 10, il y avait Ogenda. À droite, il y avait Coman. À gauche, ça peut. J'ai oublié son blague. Bref. Il est gauche? Ouais, il est gauche. Attends, c'était. Lui, t'as pas fait beaucoup de passes D. Hein. C'est sûr, ça. Alors, c'était mon gars. Hein. Ouais. Mais j'ai un trou de mémoire. Sera coupé. J'ai un trou de mémoire. Alors, après, en pointe, il y avait moi. Et en remplaçant, il y avait Alexis Sarima. Il y avait Rolly Pereira, qui est à Nantes. Il y avait Franck Bombok. Et Jordan Jaquez, qui est peu en son âme, qui est mort.
Et puis, il y avait Dylan Batubisinga, qui était au Congo, là, et qui est à Saint-Etienne actuellement. Ok. Et puis voilà. Hein. Ouais, c'est une grosse génération. Bah, C'est la génération des gros cris de guerre. Chexplay, on a la naissance de tout ce qui est Chexplay, parce que même la manière quand il a fait sa vidéo en parlant du Chexplay, voilà, en gros, d'où ça a commencé et tout, c'est notre génération à nous, tu vois. Et c'est pour ça que ça coule de source que finalement, moi-même, j'ouvre une école de foot qui s'appelle l'école du Chexplay, qui fait partie de la GNK. Et toute la suite de la GNK, c'est un petit peu l'histoire de ma vie, tu vois. C'est un petit peu l'histoire de ma vie. Explique-leur pour bien qu'ils savent, pour que tu remettes le contexte. Ce que c'est la GNK, etc. La GNK, à la base, c'est une école de foot, c'est l'école du Chexplay qui fait des événements sur YouTube et sur les réseaux sociaux de 1 contre 1 qui permet justement de voir les qualités intrinsèques de chaque joueur et de pouvoir ensuite nous les faire intégrer parce qu'il y a une équipe élite dans la GNK qui, elle, on va leur apporter un petit peu tous les codes qu'il faut pour pouvoir intégrer une équipe pro. Et justement, nous, derrière, on les place, on fait ramener des clubs, on les place directement et on gère leur carrière derrière. Ok, donc c'est un peu une agence de conseil un peu plus quand c'est pour l'équipe élite, quoi. Agence performance, quoi. Ouais, on va dire une agence performance et surtout, il y a aussi il y a la partie école de foot où on fait progresser n'importe qui, tu vois. Ça, c'est libre entrée, tu peux rentrer comme tu veux. Mais la partie élite, comme on doit montrer une bonne figure au club professionnel pour qu'on puisse réitérer ce genre d'expérience, on a sélectionné une équipe performante qui, elle, va bénéficier de tous ces matchs-là, de tous ces apports-là. Mais toute l'académie va bénéficier de ça. Mais en gros, ça sera un petit peu comme à l'époque, tu vois, quand il y avait les pros qui s'entraînaient à côté. Pour intégrer les pros, tu dois progresser d'abord dans ton domaine. Et après, une fois que on estime que tu as bien progressé. En plus, c'est hyper intéressant que tu dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a plein de joueurs, notamment amateurs, qui pensent que ce qui leur manque, c'est juste avoir un agent pour devenir pro, tu vois. Alors que déjà, avant de vouloir aller en test dans un club pro, fais tout ce qu'il faut pour être prêt. Et c'est quand tu seras prêt que là, tu auras une vraie chance d'y arriver. Mais là, penser qu'aujourd'hui, tu es en R2, alors tu es peut-être un très bon joueur, mais que tu t'entraînes que 3 fois par semaine, tu sais pas comment t'hydrater, tu sais pas comment t'entraîner, tu n'es pas un professionnel, et tu vas aller faire un essai, non. En plus de ça, mais toi, tu as encore appuyé sur d'autres points, parce que la nutrition, le sommeil, tout ça, c'est super important, tu vois, et c'est pas des points que chaque amateur connaît. Exactement. Et après, il y a le côté football, tu vois, où tu as vu, le problème des joueurs amateurs, souvent, c'est que quand ils font des essais, ils veulent tellement montrer au coach ils surjouent, ce qu'on disait tout à l'heure. Ils surjouent de fou malade, tu vois. Et vraiment, même toi qu'à l'extérieur, t'aimes pas voir ça, tu vois. Et nous, justement, c'est pour éviter ça que, tu vois, quand il y a des bons joueurs, en effet, d'abord intégrer l'élite. On leur apprend à jouer en 2 touches, en 1 touche, centrer direct pour les ailiers, parce que souvent, les ailiers, ils centrent plus. Ou, tu vois, si tu veux faire un contre 1, parce que nous, comme on est beaucoup dans l'ADN un petit peu de travailler les gens, les duels, etc. On leur apprend, tu peux avoir tes duels, mais pour avoir ces duels-là, il faut le mériter, c'est comme un cadeau, donc il faut faire les courses sur les côtés, dans les angles, pour pouvoir te retrouver en 1 contre 1 et pouvoir faire ce que tu as envie de faire, tu vois. Et du coup, on leur apporte un petit peu tous ces codes-là pour qu'ils soient préparés lors de leur essai à réussir leur essai, tu vois. Nous, notre but, c'est pas juste on vous envoie faire des essais pour dire qu'on vous envoie faire des essais. Nous, on veut vraiment que derrière, il y a des résultats, tu vois. Mais tu sais que c'est bien que tu dis ça, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui est au courant. La plupart, ils pensent que j'ai une académie, c'est juste des 1 contre 1. Ce que j'allais dire, c'est les 1 contre 1, c'est une vitrine, en fait. Justement, on en a parlé il y a 2 jours au téléphone. Même il y a quelques mois, par rapport au fait que j'avais cette stratégie de mettre les 1 contre 1 en place pour justement se faire connaître aux yeux de tout le monde, tu vois. Et justement, comme on aime bien cet ADN-là et qui, pour nous, c'est notre ADN, on veut être cette passerelle entre même pas les clubs amateurs, entre la banlieue et, on peut dire le monde amateur et le monde professionnel, tu vois, justement pour apporter ces codes-là, faire tout ça. C'est marrant parce que nous 3, on fait quasiment la même chose avec des axes différents. Du coup, on s'apporte tous. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Toi, tu es dans le côté académie, club, etc. Moi, je suis plus dans le côté vraiment performance, faire progresser les joueurs sur l'aspect physique, technique, tactique, etc. Et lui, c'est vraiment dans l'aspect visibilité, etc. Et c'est pour ça qu'on va se connecter. C'est pour ça que les choses sont déjà prévues depuis longtemps. C'est déjà prévu. Toi, tu n'étais pas au courant, mais c'est déjà prévu. On va mettre une petite excuse à la fin, peut-être, s'il faut.
Vous me cachez quoi, là, on dirait. Ça va être Non, en très, fait, très parce que là, intéressant. ce que tu sais pas, ce qui se passe, c'était déjà prédit, c'était déjà prévu, on avait déjà mis ça tout en place. Ça, c'est vraiment drôle parce que, tu vois, on se connaît. Donner une anecdote, moi j'étais au PSG, tu sais. Quand j'étais petit au PSG, je regardais John comme ça à la rambarde quand j'étais petit. Ouais. Ok. Ah, ok, Donc ok. déjà, c'est la première étape. Ouais. Ensuite, il y a un an, un peu plus d'un Ouais, an, ouais, un peu plus. je commençais à bosser sur AVS avant que ça devienne Bipal et je vendais mes CV à la pièce comme ça aux joueurs. Ok. Et je vais au club de Sénart-Moissy pour faire mon pitch et vendre des CV. À quelle année t'es là, c'est dans mois-ci? Il y a l'hiver dernier, L'hiver dernier? avec la R1. Ouais. Qui t'a reçu là-bas? Le coach, un rebeu, je sais plus comment il s'appelle. Jamal. Jamal. Ouais. Ouais. Du coup, je suis allé là-bas, je fais mon pitch et tout, les joueurs sont intéressés, machin. Il y en a 2-3 qui m'achètent mon truc et tout. Et, mais t'en as d'autres qui s'en battent un peu les couilles, qui sont sur leur téléphone et tout. Et au fond du vestiaire, il y a un gars, il est plus vieux, tu vois, il est pas dans le même délire. Ah, t'étais là. Au fond du vestiaire, il y a un gars, il me dit, continue. Ils savent pas que ça, ils en ont besoin. Ouais. Mais t'inquiète, moi, je le sais. Je lui ai même pas demandé qui il était, d'où il venait, etc. Ouais. Il m'a dit juste, continue, ton truc, ça a marché, etc. C'était il y a un an, ça n'existait pas à Bipal, tout ça. De hein. la force de ouf. Déjà à la force de fou. Et là, il y a 3 mois à peu près. 3-4 mois. On s'est reconnecté. Ouais. Et tout ce qui est en train de se passer actuellement, la GNK, ça parle de Netflix aux infos, etc. Tout ça, il l'avait dit et prédit. de ouf. C'est une dinguerie ce qui se passe. Ok. C'était prévu, ouais, c'était prévu. Ah, t'as joué à moi aussi, avec Jamal, etc. Ouais, je vais à moi aussi. Donc avec les deux grâces, etc. Ouais. Ah, Bah, je sais- de grâce, joueur qui avait acheté son CV, Mais- bizarrement, un Bah. des meilleurs de l'équipe. Ouais. En fait, tous les joueurs qui sont passés par le monde professionnel, de grâce à centre de formation. Il a compris tout de suite. Il a compris, tu Il a vois. Ouais, compris mais tout de c'est suite. ça, ils comprennent rapidement Ouais, parce que eux, justement, ils sont en contact avec les recruteurs ou les clubs qui leur exactement. demandent justement des CV vidéo, des CV bien conformes et tout. Et du coup, eux, ils savent que c'est un besoin. Tu vois. bah Et oui. ceux qui sont dans le monde amateur et qui rêvent d'être footballeurs, Comprennent pas qui ça. font rien pour être footballeur, ils savent pas. Bah, C'est pour ça qu'on doit les éduquer. C'est pour ça qu'on est là pour ça. Ah, je ça. comprends mieux. Exactement. Ah, c'est marrant, votre destin, il était vraiment connecté. Mais en gars, vrai. c'est que le début. C'était prédit, c'était déjà prédit. C'est que quand Dieu est grand, hein, c'est comme ça. hein, C'est le monde est petit. hein. Ok. Et, C'est ouais. vrai, c'est Dieu qui est grand, c'est le monde qui est petit. Ouais, c'est ça. Et pour revenir un peu plus à ton parcours, comment ça s'est passé quand t'es parti en Arménie, aux États-Unis, gauche à droite? T'avais un agent, t'as tout fait tout seul? Tout seul. Hein, Tout seul. Ouais, tout seul. Ça, Comment vraiment, t'appelais, c'est un comment tu truc, trouvais les contacts? En fait, on m'appelait, tu vois. On m'appelait Ok. et après, on calait des rendez-vous et je me présentais au rendez-vous tout seul. Je négociais mes contrats tout seul. Et ça se passait comment? Ça se passait pas super bien, tu vois. Parce que quand tu vas, par exemple, en Arménie et t'es solo, Tu parles pas la langue? tu parles pas la langue. Après, ça va, il y a l'anglais, tu vois. Tu parles bien anglais, ça va? Ouais, ça va. Du coup, t'es dépaysé. Et la source de motivation, elle est plus là, tu vois. Elle est plus là et ça devient compliqué. Et même trop de magouilles, tu vois. C'est vraiment, pour moi, le meilleur pays, en tout cas, en termes de football, même si c'est vrai qu'il y a trop de paramètres. Mais ça reste la France quand même. Tu vois, ça reste la France. C'est hyper intéressant que tu dises parce que tu te rends compte que l'herbe, elle est pas plus verte ailleurs. Non, en fait. elle n'est pas plus verte. Non, non, vraiment pas plus verte ailleurs. Même, Alors qu'on- même on a la l'impression, vraie hein. herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Tu vois, Même en vrai. Même en vrai, Même sur l'herbe, le terrain. elle est mieux en France que sur des trucs. Mais c'est vrai que non, c'est compliqué, trop de magouilles, tu vois, parce que bon, il y a après, à part les grands pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, ouais, ça s'arrête là. Hein. Parce que même l'Espagne, ça commence à être compliqué un petit peu à partir des D2, D3, tu as vu, c'est des salaires incertains, des petits salaires. Du coup, non, c'est trop compliqué en dehors. Franchement, tous ceux qui rêvent de l'étranger, il faut y aller en étant prêt. Et surtout dans un projet qui vous fait confiance et où vous avez des garanties. Parce que c'est risqué. Toi, donc t'arrivais dans le bureau pour les réunions sur les contrats, t'étais tout seul. Il y avait tous les gens du club. Tout seul, ouais. Tout seul à chaque fois. Toujours tout seul. Carrément, c'était devenu l'habitude, tu vois, Ouais. tout seul. Et je parlais, tu vois, comme je pouvais. J'ai essayé de me défendre comme je pouvais, mais c'est toujours difficile de défendre sa propre cause, tu vois. Oui. Surtout que Et c'est pas les mêmes codes, quoi. Ouais, autre c'est chose. ça. Et surtout que j'étais encore en apprentissage à ce moment-là, tu vois. Donc, il y avait des termes que je comprenais pas, il y avait des clauses que je pouvais pas comprendre. C'est pas ton métier en vrai. Toi, ton C'est métier, ça. c'est de jouer au Toi, foot, t'es là pour jouer. T'as Ah vu, oui. ouais, mais même, j'aurais pu même avoir mes commissions en tant que moi-même mon propre Bah ouais, agent, de tu ouf. vois. Mais comme j'avais personne qui me représentait, personne mangeait, tu vois. Mm. Et ouais, non, j'ai fait des erreurs, j'ai accepté des clauses qui n'étaient pas acceptables. J'ai oublié de lire des petites lignes qui Petites étaient lignes tout en en bas. bas, tu vois. Et j'ai fait trop d'erreurs bêtes, tu vois. Mais en tout cas, ça m'a appris beaucoup aujourd'hui. Ouais, non, je pense que là,
grâce à ton expérience, là, la GNK, ça va être très très bien pour les joueurs, tu vois. C'est ça, Ils ouais. vont bénéficier d'un vécu qui est. C'est pas tous les joueurs qui ont vécu ça, tu vois. En fait, tout ce qu'on disait sur le mentorat. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait. J'aurais aimé avoir un gars comme moi, en vrai, tu vois. C'est même pas pour me lancer des fleurs, tu vois. Mais j'aurais aimé avoir un gars comme moi. Un gars qui a connu, qui est passé par là. C'est ça. Bah, pareil, mais moi, j'aurais aimé avoir un mec comme moi qui avait créé un objectif pro où je pouvais travailler, etc., tactiquement. Parce que moi, j'ai commencé le foot un peu après mes potes, tu vois. La plupart, ils avaient commencé à 6-7 ans. Moi, j'ai commencé à 11 ans, tu vois. Donc, je suis arrivé en U12. Et la plupart, ceux qui sont pros à l'heure actuelle, ils étaient déjà très très bons. Donc moi, j'ai dû bosser comme un malade pour attraper le retard, tu vois. Donc après, à partir de U14, U15, c'était bon, j'étais en équipe 1. Après, 19 NAS, Cannes, etc. Mais au début, c'était chaud, tu vois. Si j'avais pas bossé en plus, c'était impossible de rattraper le retard. Tu vois. Donc, en fait, c'est là que j'ai vraiment pris la conscience qu'il fallait travailler en plus, sinon c'était mort. Sinon c'est mort, tu vois. Non, surtout si tu es dans le monde amateur. En ouais, plus. surtout. Parce que, et en plus, et même plus que juste travailler, pour moi, il y a vraiment tout un truc d'éducation que tu n'as pas quand tu es amateur. Parce que, exemple tout simple, quand tu es en centre de formation, en soin, tu parles un peu avec le kiné, il te dit des petits exercices que tu pourrais faire, il te dit ce que tu as, le prépa physique, il va te faire une routine, il va te faire de la prévention, des choses comme ça. Monde amateur, tu n'as pas tout ça. Il n'y a rien. Même un nutritionniste, exactement. Il va préparer tes plats, te dire ce que tu dois manger, etc. Tu vois, tu sais que en parlant de ça, justement, moi, j'ai encore gardé des bons restes de tout ce qui est centre de formation parce que je peux pas manger tout et n'importe quoi. Je peux pas manger 10 grecs dans la journée ou pendant une semaine manger que des. J'ai besoin de ma dose de légumes, de ma dose de féculents, j'ai besoin de tout ça, de protéines et tout, tu vois. Parce que tu as grandi comme ça, ouais. J'ai grandi comme ça, tu vois. Surtout parce qu'on est tous différents, on a tous des carences différentes, on a tous certains ont besoin de magnésium, d'autres ont besoin de fer, etc. Enfin, vraiment, un conseil pour n'importe quel, faites une prise de sang, allez voir un médecin, vous allez voir que vous n'êtes pas du tout optimisé. Bien sûr. Même en termes, même par rapport à ton pipi, tu arrives à le voir. Ouais, juste, voilà, déjà si c'est jaune, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Ok. Et dis-moi un peu, en fait, là, tu as fait combien de saisons successives à voyager comme ça? Comment ça s'est passé? Et t'as arrêté le foot à quel âge, justement? J'ai arrêté le foot plusieurs fois. J'ai commencé, comme je t'ai dit, à Bastia, après PSG. Après, j'ai arrêté une première fois. J'ai repris à Miami. Je suis parti en Italie. J'étais dans un club où j'étais de me payer. Ensuite, le sponsor. Quelle division? C'était D2, c'est série B, c'était Bari. Série B, ouais. Après, je suis parti, je suis allé là-bas. Pendant quelques mois, ça se passait bien, tu vois. Et le sponsor qui devait injecter encore de l'argent pour continuer l'année, il n'a pas injecté, tu vois. Du coup, ils ont voulu réduire mon salaire à un prix dérisoire, complètement, ce que je ne pouvais pas accepter, parce que j'allais toucher mieux avec mon chômage en France qu'en restant là-bas, tu vois. Et comme j'avais une famille et je devais faire tourner une famille, tu vois. Du coup, c'était pas possible pour moi de rester. Du coup, cette mésaventure m'a encore déprimé une fois. Tu vois. Je suis tombé aussi plusieurs fois en dépression et je suis rentré. Mais bon, je savais pas que c'était ça la dépression, tu vois, de plus vouloir rien faire, t'as plus goût à rien et tout, tu vois. Et comment on est un petit peu dans ce faux semblant de dureté dans le lieu, tu vois. C'est trop bien que tu le dises ça, parce qu'on a l'impression que la dépression, c'est que pour... Alors, t'es faible quand t'es dépressif. C'est un vrai truc qui existe. Non, ça existe vraiment, tu vois. Après, c'est pas une question de faiblesse. C'est t'as goût à rien, tu veux rien faire, plus rien y a plus rien qui te dit grand chose, tu vois. Et du coup, j'avais arrêté. Je me suis dit, bon, vas-y, peut-être j'en ai marre, tu vois. Peut-être c'est chaos, peut-être c'est fini, tu vois. Et ensuite, quand je suis rentré d'Italie, j'ai arrêté un petit temps. Après, je suis reparti. J'ai eu une occasion de repartir c'était où? En Russie. À chaque fois, on t'appelait, c'est ça? Ouais, on m'appelait. J'ai eu l'occasion de partir en Russie. Je suis parti en Russie, je suis resté un mois. Après, j'ai signé au Dynamo Minsk, en Biélorussie. Je suis resté là-bas et c'était pas mal, tu vois. Franchement, c'était pas mal. Mais j'étais trop pas bien, tu vois. Je me sentais pas. Pour moi, j'ai pas réussi avec les pays de l'Est, tu vois. Il y en a, ils ont réussi à s'adapter. Moi, j'ai pas réussi, tu vois. Et du coup, je suis rentré et j'ai encore arrêté. T'as vraiment fait le yo-yo à chaque fois? Ouais, parce que tu sais. Comment tu veux progresser quand tu fais que aller-retour? C'est chaud. C'est ça, tu vois, c'est ça. Et comme moi, je t'ai dit, j'avais un fort caractère. En fait, je me sentais comme l'incompris du football, tu vois. Parce qu'il n'y a personne pour parler pour moi. Moi, quand je parle, on me dit, vas-y, c'est un joueur, comment il peut se défendre tout seul. Et moi, je défends mes intérêts. Et j'arrive pas à voir ce que le club a comme vision sur le long terme. Du coup, je n'arrive pas à être en accord avec eux.
Et ça crée souvent des désaccords. Et après, moi, c'est ça qui me rendait triste parce que c'était pas le football qui était jugé, tu vois, c'était l'extra-sportif. Et malgré que j'arrête le yo-yo et que je faisais le yo-yo, etc., je revenais, j'étais toujours aussi bon, tu vois. C'était même pas un problème de football. C'était juste un problème de motivation. Et après, bon, je rentrais, je voyais qu'il n'y a pas grand-chose à faire, tu vois, au quartier quand même. Hein. Du coup, bon, taffer aussi, j'avais pas trop envie. J'ai dit, bon, vas-y, peut-être mon taf, c'est le football en vrai, tu vois. Donc, je vais le prendre comme un taf maintenant. Du coup, je suis reparti, j'ai eu une occasion de repartir en Belgique. J'avais fait une grosse saison. Et je devais signer en Jubilaire League, là, en première ligue, là. Et à la fin de saison, rupture du ligament de la cheville, tu vois. Ah ouais. Sur un match anodin avec la réserve parce qu'il n'y avait pas match le week-end, tu vois. Du coup, moi, j'avais voulu partir en réserve pour être en forme parce que j'étais super en forme, tu vois. Et du coup, je me suis blessé à ce moment-là. C'est-à-dire que tous les essais que je devais faire en fin de saison, annulés. Bah, ils ne vont pas prendre un joueur qui est déjà blessé, tu vois. Et j'ai essayé de forcer, j'ai essayé de refaire ma rééducation en 3-4 mois. Du coup, j'avais un essai à faire à Tubize. C'est où? Tubize, c'est en Belgique. C'était D2. Et du coup, je vais là-bas. Mais comme c'était sur mon pied droit, c'est-à-dire je pouvais dribbler, faire ce que tu veux. Mais arrivé dans les cages, j'avais ce bug-là ce traumatisme de ne pas tirer. Tu vois, j'arrivais pas à tirer parce que dès que je tirais, ça me faisait mal. Du coup, j'étais trop incertain dans ce que je faisais. Tu vois, je pouvais faire le bon geste, tout, mais après, pour finir, je finissais pas. Tu vois, je finissais pas. Et c'est pour ça que souvent dans mes vidéos, je dis la finition, c'est important. Tu vois, parce que je sais que moi, c'est ça qui m'a tué à certains moments. Tu vois, parce que justement, avec cet handicap-là que j'avais, j'ai su que c'était compliqué. Tu vois. Et du coup, je suis rentré, j'étais avec ma femme à ce moment-là, avec mon enfant. J'ai dit, vas-y, je voulais rentrer à Évry, tu vois, parce que je voulais être proche de ma maman, tu vois, me ressourcer un petit peu. Et du coup, j'étais rentré. J'étais aussi en dépression encore, tu vois. Parce que je me dis, je sais pas ce qui m'arrive, tu vois. À chaque fois c'est presque bon. Il y a sans que tu es maudit, en fait. Ouais, je me dis, je suis maudit, tu vois, de ouf. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté. Après, je suis parti en Allemagne. Je t'ai pas dit l'Allemagne. Ouais, je suis parti en Allemagne, à Saarbrück. J'ai joué une année. Mais après, bon, tu vois, moi, je me suis dit, bon, à la base, je joue au foot parce que je suis un passionné, tu vois. Et une fois que tu connais le monde pro, vagabonder dans les clubs semi-amateurs ou pas pro, ça te fait plus de... Moi, personnellement, ça me fait plus de mal que de bien, tu vois. Parce que j'étais encore dans cette optique de je vais réussir, tu vois. Et une fois que... Après, dis-toi, après ça, j'ai arrêté. Et j'ai arrêté une bonne année. Et après, j'ai repris encore avec NASA qui avait repris un club en Belgique. Mais bon, là, c'était plus pour les aider, tu vois. Et quand je suis parti jouer au foot à ce moment-là, je me suis dit, bon, vas-y. Ça y est, j'arrive plus de la Ligue des Champions. Je vais jouer pour le plaisir. J'ai pris du plaisir, tu vois. Et il y avait quand même dans ce monde amateur, il y avait quand même des magouilles, tu vois. J'ai dit, mais c'est trop, tu vois. Et je vois trop de talents à droite, à gauche, des petits et tout. C'est dommage qu'ils ne sont pas pris en charge parce que chacun essaie de profiter du produit, du produit comme tout le monde, tu vois, malheureusement. Et après, j'ai eu la bonne idée de faire cette académie-là. Et c'est pour ça que de base, c'était pour... de base, vraiment, ça marche. Je suis content pourquoi ça marche parce que de base, c'était vraiment pour aider, tu vois. C'était vraiment pour aider. Et après, j'ai vu que c'était un marché où il y avait vraiment de la place et que personne ne s'attardait sur ça, où tout le monde proposait les mêmes choses, tu vois. Ouvrir une académie, mais pour faire des entraînements, tu vois, ok, mais... C'est quoi la suite? C'est quoi la suite, tu vois? C'est quoi la suite? Y a pas en plus, c'est intéressant de dire que la GNK, ça date pas d'il y a 2 mois. Hein. Non, ça fait déjà plus d'1 an, tu vois. Date. Mais ouais, du coup, j'ai arrêté à ce moment-là et je me suis concentré sur la GNK. Et c'est pour ça que je disais que finalement, j'ai pris plus de plaisir. Enfin, je commence à prendre plus de plaisir en étant de l'autre côté du terrain qu'en étant sur le terrain. Tu vois. Et au début, tu avais eu cette idée d'académie, etc., avec la section élite que tu as expliqué tout à l'heure. Et un contrat, c'est venu après. Comment ça s'est passé par rapport à ça? En fait, comment ça s'est passé, l'histoire d'un contrat? De base, nous, ce qu'on a commencé par événement, c'est qu'on partait à l'étranger, on partait en stage et on jouait contre des clubs pro là-bas. Okay. Et justement, en fait, j'avais pris des caméras pour filmer là-bas en mode
comme une série réalité, tu vois, où on prend plein de jeunes de banlieue, d'Evry. Enfin, pas d'Evry, de la banlieue en général, tu vois, de toutes les banlieues d'Île-de-France. Et on part à l'étranger. Et chaque jour, tu vois, c'est des épreuves un petit peu qui est le meilleur à l'entraînement, qui mérite de jouer demain. Et de filmer un petit peu leurs réactions, leurs émotions. Et pendant les matchs, filmer aussi leur performance pour suivre la storytelling. Et derrière, essayer de les faire signer, tu vois. Et ça a été une première étape. On l'a passé avec succès, mais personne n'a signé derrière, malheureusement. Parce que les petits, justement, eux, il y a quelque chose qui est un petit peu cassé dans leur tête. C'est quand tu es trop là pour eux, pour les aider, ils pensent que tout leur est dû, tu vois. Parce que tout est normal, que ça a toujours été comme ça, alors que t'as beau leur expliquer que nous, dans notre génération, il n'y avait pas ça, tu vois. Il n'y avait pas des gens qui nous prenaient pour aller à l'étranger, jouer dans des clubs pro, pour notre bien, tu vois. Et après ça, j'ai enchaîné sur un tournoi de futsal. Qui a plutôt bien marché. J'avais pris une équipe de chaque département. Du coup, on a pu faire un tournoi à 8. Et le maire d'Evry, tout ça, il est venu. Le maire d'Evry m'a beaucoup aidé quand même depuis le début de la création. Et après, c'était les vacances. On devait faire quelque chose. On devait refaire un stage. Mais je n'avais pas pu m'attarder sur le stage puisque je m'étais beaucoup concentré sur le tournoi, sur l'ouverture de l'école de foot et tout. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que je crée quelque chose qui va me permettre de voir. Et ouais, j'avais fait une détection aussi pour Brest. J'avais fait venir Brest et Amiens, tu vois. Et lors de ces détections, j'avais pris des joueurs du stage et je leur ai fait faire la détection et plus des personnes qui se sont rajoutées. Et j'avais été super déçu de la détection, tu vois. Les petits, ils se donnaient pas à fond. C'était pas les meilleurs petits, tu vois. Je me suis dit, bon, je peux pas faire bénéficier de mes contacts seulement à des petits. Ouais, ça ternit un peu ton image. C'est ça, tu vois. Et surtout à des petits de ma zone, tu vois. Je pense qu'il y en a d'autres qui méritent autant et qui le rendront mieux sur le terrain. Et je me suis dit, bon, j'ai de la chance que voilà, c'était des anciens dirigeants à moi de Bastia qui ont repris Brest et des potes à moi qui sont à Amiens et tout. Du coup, ils n'ont pas pris en compte cet échec-là, tu vois. Et ils m'ont dit, par contre, tu vois, la prochaine fois, te rates pas, parce que tu as vu, on a pris l'avion, on est venu, on a fait ci, on a fait ça, je suis venu avec le président de Brest. Oh, tu vois, fais les choses. Que tu n'as pas beaucoup de chance dans ce monde-là. Ouais, voilà, tu vois. Et je me suis dit, bon, là, il ne faut plus du tout que je commette la même erreur. Et je me dis, comment je peux faire pour trouver des talents purs, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, bon, je pense que, tu as vu, c'est ce qu'on fait tous à l'entraînement, les 1 contre 1. Tout le monde aime ça. Et moi, je suis beaucoup porté sur les États-Unis, tu vois. Et j'aimais beaucoup ce qui se faisait en termes de basket, 1 contre 1, et toute la hype, comment ils apportent en fait le basket. En fait, ils arrivent à générer de l'argent tout autour du basket, tout autour de la NBA, tu vois. Il n'y a pas que la NBA qui arrive à gagner de l'argent, tu vois. Arrive à avoir de la visibilité. C'est tout ce qui se passe autour du basket qui rend le basket comme ça, tu vois. Et je me suis dit, en France, c'est dommage que personne travaille sur cet axe-là, en storytelling, etc., tu vois. Et comme j'avais déjà eu cette première vision avec le stage, mais qu'on n'a pas fini le montage et tout, pourtant on aurait pu le faire, mais on n'a pas fini le montage. Je me suis dit, vas-y, il faut que je trouve quelque chose d'intéressant. Et je me suis dit, vas-y, on va lancer les 1 contre 1. Mais on va pas faire seulement J'ai vu qu'il y avait aussi Top Baller qui faisait des 1 contre 1. Mais je trouvais que c'était trop one shot aussi, tu vois. Ils font un coup à Manchester, un coup là-bas à Birmingham, mais il n'y a pas de suite, tu vois. Il n'y a pas d'histoire, tu vois. Et même ce que je voyais, je me disais, mais les footeurs anglais, c'est pas leur truc, tu vois. C'est pas ça, c'est pas leur truc. Et bon, après, c'était leur début, tu vois. Ça faisait peut-être 2-3 mois. Et moi, j'avais déjà parlé avec eux, tu vois. Je leur avais dit que je voulais lancer aussi, je voulais lancer ça en France. Mais du coup, ça avait mis du temps parce que après, j'avais mis la JNK en place, etc., etc., tu vois. Et du coup, c'est que 6 mois après là, que j'ai pu faire cet événement-là. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai pas trop d'argent là. Il faut que je fasse un bon événement. Qu'est-ce que je peux faire, tu vois? Qu'est-ce qui peut générer du plaisir, des émotions, sans trop dépenser, tu vois. Et d'engouement pour qu'il y ait du monde, de l'engouement, c'est ça, tu vois. Je pense qu'il n'y a rien de mieux comme événement, en fait. Ça coûte rien. C'est ça, tu vois. Après, je me suis dit, franchement, on va faire les 1v1, tu vois. Depuis un moment, je voulais le faire et tout.
me suis dit, bon, vas-y, là, d'abord, il n'y a rien, tu vois, donc autant le faire, tu vois. Je l'ai fait. Et je l'ai fait une première fois dans le 91 à Juvisy. Et échec. Échec total, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de monde, etc. Pas beaucoup. Je vais te dire la vérité, le monde qu'on a pris, c'était même pas dans la vidéo, c'est des gens que je suis allé tirer qui jouaient à côté, à droite, à gauche, tu vois. Je dis, venez. Après, il y avait quelques joueurs qui étaient venus, mais pas assez pour faire un tournoi, tu vois. Du coup, le reste, je suis allé tirer à droite, à gauche. Et comme j'aime pas rester sur un échec, j'ai dit, non, c'est pas possible. Bon, on va enchaîner 9-3, tu vois. Du coup, on va faire tous les départements. Comme ça, à la fin, on va faire une finale IDF, tu vois. Et du coup, j'enchaîne 9-3. Ça va, on arrive à avoir au moins déjà tous les candidats, tu vois. Et ensuite, mais le niveau, il n'était pas trop là. J'ai dit, bon, cette affaire commence à m'énerver, tu vois. Il faut vraiment que je plie ça bien comme il faut. J'ai appelé des joueurs que je connaissais. J'ai appelé plein de potes à moi. Et il y avait Joseph, tu vois, que je connaissais, qui avait fait la version en Angleterre qui avait gagné, tu vois. Et il m'avait dit, il voulait aussi faire la version française, tu vois. Et je lui ai dit, bah, vas-y, viens, t'es le bienvenu, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, quand je lui ai dit, viens, j'ai dit à mes potes, s'il vous plaît, éteignez-le, tu vois. Il ne faut pas qu'il gagne, il ne faut pas qu'il gagne du tout, tu vois. Le scénario parfait, ça serait qu'il aille en finale, mais qu'il perde en finale. Comme ça montre qu'en vrai, en termes de niveau, avec les Anglais, on n'a rien à voir, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Il est en finale, finalement ? Il est allé en finale, il a perdu contre le Miel, tu vois. Il a perdu contre le Miel et du coup, tout est rentré en ordre. Et du coup, j'avais fait l'appel, j'avais fait un petit storytelling, les Anglais, on vous attend, et du coup, après, ils sont venus, Top Baller, tu vois. C'est de ça que c'est parti. Ok, j'étais pas au courant. Et pour remettre dans le contexte, John et moi, on s'est connus à Top Baller. Parce que j'avais pris l'échauffement de tous les joueurs, etc. Pour les mettre en route pour l'événement. Et franchement, j'avais pas du tout avec tous ces stories. Après, comme eux aussi, ils kiffaient ce qu'on faisait, tu vois. Quand ils sont venus, ils avaient besoin de repères en France, tu vois. Du coup, c'est pour ça que j'étais co-host avec eux. Et quand je suis venu, c'était après le 9-4. Ça s'était bien passé, le 9-4, tu vois. La première fois, il y avait vraiment du bon niveau. Et il n'y avait pas trop de spectateurs. Il y en avait vite fait, mais pas beaucoup, tu vois. Et après l'événement de Top Baller, comme je t'ai dit, ils sont venus, on les a accueillis, on les a aidés à faire leur plan, on les a emmenés dans les bons coins et tout ça et tout. Et moi, je savais que ça allait être mes joueurs qui allaient... Parce qu'eux, ils avaient pris... sans dénigrer, hein, mais ils avaient pris des influenceurs, des ci, des ça, ils ne connaissent pas, tu vois. Et du coup, moi, j'aurais dit, vous inquiétez pas, bon, laissez-moi gérer les joueurs, je vais gérer ça pour vous. J'ai ramené mes joueurs et après, en demi-finale, il y avait mes quatre joueurs, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que ça s'est bien passé, tu vois. Les gens, ils ont vu que, bon, c'est vrai qu'on était sur le même marché, mais il y a une différence quand même de niveau et surtout... Moi, je l'ai vu, moi. Tu vois, et même en termes d'ambiance, en termes de... C'est à nous, tu vois, en vrai, c'est à nous, les Français. Ce truc-là, ça fait partie de l'ADN d'Île-de-France. C'est vraiment l'ADN. Même pas que l'Île-de-France. De France, tout simplement. C'est vraiment l'ADN, tu vois. Et après, on a communiqué autour de ça, tu vois. On a fait backstage, on a fait co-host. Mes joueurs, ils ont fait le taf. Ensuite, on devait continuer, nous, notre tour d'IDF. Du coup, on était parti sur le 9-2. 9-2 et tout, j'arrive. Et ça va, on faisait quand même déjà des vues, tu vois. On faisait quand même des... je me rappelle, avant Top Baller, on était quoi, 70K, 70 000 vues, tu vois. Sur YouTube, c'était le début, tu vois. Mais pour un début, c'est très bien. Ouais, pour un début, c'est très bien. C'est très bien. Mais après, on avait quand même... ça faisait déjà des mois et des mois, tu vois. Et du coup, on fait le 9-2. On enchaîne sur le 9-2. Dès que j'arrive dans le 9-2, déjà, je vois un petit et tout. Il me dit, une photo, tout ça et tout, t'es youtubeur. J'ai dit, ça commence. Comment tu m'as vu, tu vois, pour moi, 70K. En fait, t'as vu, quand t'es dans le truc, t'as plus la notion des vues, tu vois. Et je me dis, 70K, il me reconnaît et tout. Il veut prendre une photo avec moi. Je dis, vas-y, viens, tu vois, y a pas de galère, tu vois. Et après, j'arrive vers le stade. Je vois, il y a foule. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Comment ça se fait? Il y a autant de monde, tu vois. Et du coup, on fait l'édition et tout. Ça se passe super bien. C'était l'une des meilleures éditions. Après 9-2, on enchaînait sur 7-7, encore plus de monde, 7-8, encore plus. Après, jusqu'à la finale, où c'était presque la consécration, tu vois. Carrément, à la finale, il a fait 2 parties. Il ne pouvait plus gérer. Franchement, c'était ouf. Moi, j'étais là, c'était vraiment ouf. C'était bien, c'était pas mal. Ouais, ça y est, maintenant, les joueurs, ils ont compris. Le public, ils ont compris.
tout le monde a un petit peu compris la vision, tu vois, et du coup, c'est beaucoup plus facile. Mais ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Du coup, la prémisse du Tour de France avec Marseille, c'est Ouais, prévu sur le truc. mais là, justement, on va partir, on va faire une annonce bientôt, on va faire le Tour de France. Bon, je pense que la vidéo, quand elle sera sortie, on aura déjà sorti peut-être Marseille, parce que là, on a fait Marseille, du coup, pour ouvrir le bal du Tour de France. Et on compte enchaîner sur Lyon, Nice, Rennes, Bordeaux, tout ça. Ouais. Après, justement, pour arriver, on va refaire aussi une saison 2, tu vois. Une saison 2 Île-de-France, mais version été, tu vois, version été. Et là, on attend encore plus de monde, parce que là, on aura des sponsors qui vont nous accompagner. Il y aura un peu plus d'engouement aussi, tu vois. Et surtout, en fait, on va cumuler les deux, le Tour de France et le Tour IDF, pour à la rentrée faire une finale France, tu vois. Une finale France où on va essayer de louer un circuit d'hiver, tu vois, parce que ça fait le truc d'une surface, et comme c'est bien orchestré, on aime bien, tu vois, ou sinon un truc comme l'Arena ou la U-Arena, ou tu vois, je sais pas, en tout cas faire un truc bien. Mais ça sera en mode futsal, si c'est... En fait, on va mettre un terrain en air, on va mettre des terrains synthétiques qu'on va placer dessus avec des grandes cages. Ça va être une vraie surface. Mais ce qui est bien, c'est que nous, on n'a pas besoin d'un terrain de foot. C'est juste la surface, tu vois. Le reste que le public. Placer un terrain synthétique sur la URL. De toute façon, tout est possible, tu vois. Et faire ça et faire une grande finale. Avec gradin, etc. Gradin, tout ça. Et tout, Prendre des invitations. Hein. Ouais, non, c'est ce que je vais faire. S'il y a ça là, ça va vraiment. Ouais, c'est le but. Hein, c'est le but. Après, derrière, on a aussi quand même pas mal de projets comme le Tour d'Afrique. Le Tour d'Afrique qui serait avec un sponsor aussi. Et après, tout ce qui est Netflix ou Amazon Prime, hein, parce que Marquinhos, il aime beaucoup nos contenus. Et comme lui, il a fait son document il n'y a pas longtemps, tu vois. Et on va voir si c'est Netflix ou Amazon, mais pour moi, c'est pareil, tu vois. Ouais, bah oui. Non, c'est bien, c'est inspirant, tu vois. C'est fou comment ça part de... Enfin, tout est lié, en fait. Ouais, c'est ça qui est lié, ouf. C'est comme ça, il ne faut pas lâcher, il faut croire en ses rêves. Exactement. Vraiment. Croire en ses rêves. C'est inspirant. Et c'est que la vitrine, en plus. C'est ça qui c'est ça le pire, en fait. On a 17%, mais ils ne savent pas encore. Mais c'est bien. Dans tous les cas, je pense que nos 3 parcours, ça témoigne un peu d'une bonne résilience. Hein. De ouf. Parce qu'au début, quand ça ne marche pas trop, etc., il faut vraiment croire en soi et croire en son projet pour avoir la force mentale de continuer, même si ça ne fonctionne pas. Et c'est bien parce que nous trois, on a nos projets individuels et on monte petit à petit. C'est vraiment intéressant, tu vois. Mais le but, c'est de révolutionner le monde du football. Ouais, clairement. Là, c'est aussi simple que ça. Et ce qui est kiffant, c'est que comme on a été de l'autre côté, c'est trop kiffant de vraiment travailler. Même quand je travaille avec les joueurs, etc., je sens pas. Pour moi, je travaille même pas. C'est juste que c'est un projet, en fait. C'est vraiment un projet. C'est vraiment un projet, exactement. C'est vraiment kiffant. En plus, il y a une phrase que j'aime bien, c'est on veut révolutionner le monde qui nous a pas accepté. Ouais, totalement. C'est exactement ça, pour de vrai. Non, c'est incroyable. Ah, mais c'est vrai que c'est lourd. Mais comme tu dis, on dirait même pas que tu travailles. Mais moi, t'imagines, je fais des 1v1. Tu fais quoi dans la vie? Je crois, je kiffe plus que les joueurs, tu vois. Et tu vois, pouvoir avoir la chance de pouvoir vivre de ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Même derrière, à l'école de foot. Comme, tu vois, ce que les clubs, ils aiment bien avec nous, parce que comme je suis agent avec mon collègue, c'est que non, on ne pense pas argent, tu vois. Nous, ça nous fait plus kiffer de se dire on a réussi à faire signer un petit, tu vois, qui peut, même au-delà de faire sa carrière, mais déjà que de réaliser son rêve. Ses parents, ils sont contents, ils quittent un petit peu tout ce qui est la banlieue, les rites. Et c'est une fierté de ouf pour nous, tu vois. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, en fait. Non. C'est ça qui est trop bien. C'est que vous, votre but, c'est justement que les joueurs partent. Alors que dans le monde du football, des fois, ce qui se passe, c'est que un club amateur va pas laisser partir le petit en test ou va pas laisser aller en sélection, des choses comme ça, parce que derrière, exactement. En fait, aussi, le problème, c'est qu'on vit dans un monde où il n'y a plus de formateurs, il n'y a plus vraiment de formateurs. Quand je ne parle pas des clubs formateurs, je parle vraiment des coachs formateurs, il n'y en a plus énormément. Ils ont tous la pression du résultat. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas laisser partir les joueurs parce que justement, il faut qu'ils gagnent tant de matchs dans la saison. Et ils pensent à lui, ils ne pensent pas à l'avenir du petit. Et c'est très bien que tu dis ça, parce que moi, je dis toujours ça à mes joueurs. Je leur dis, là, actuellement, quand tu t'entraînes en club, le but du coach, c'est de coacher une équipe pour avoir des résultats le week-end. Ouais. Si toi, tu vas atteindre le haut niveau, tu n'as pas le choix de travailler individuellement. Parce qu'on le sait très bien, aujourd'hui, le football, c'est le sport collectif, le plus individualiste, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc, ils sont obligés d'aller chercher par eux-mêmes. Tu vois, chercher plus. Et en plus, on a l'impression que c'est hyper innovant ou que c'est pas normal de faire ça. Mais c'est ce que font tous les joueurs pros. Tous les joueurs pros sont accompagnés par des nutritionnistes, par des prépas physiques en dehors du club. Donc en fait, on veut juste
prendre ce qui existe dans le monde pro et l'apporter au monde amateur. C'est juste qu'il faut éduquer justement ce monde amateur parce qu'ils n'ont pas encore prêts à comprendre tout ça. Non, ils ne sont pas éveillés. Surtout qu'ils ne réalisent pas que déjà, tu as beaucoup moins d'entraînement qu'un joueur pro. Et ce joueur pro-là, il s'entraîne à côté. Encore plus. Tu vois. Mais comment tu veux avoir ce niveau ? Il n'y a pas de secret, tu es obligé de t'entraîner. Exactement. Donc, et toi, tu ne reçois pas des messages sur les réseaux, oui, tu peux m'emmener là-bas en test, ce genre de choses? Après, moi, je réponds à tout le monde. Hein. Franchement, je réponds à tout le monde. Je demande des vidéos et je suis très, très réaliste. Je dis la vérité tout de suite. Tu vois, s'il y a encore du travail à faire, je te dirais il y a encore du travail à faire. Et si c'est possible, je vais faire de mon mieux, tu vois. Mais je te promets pas la lune, tu vois. Je vais faire de mon mieux. Je vais voir, parce que c'est pas moi qui décide, tu vois. Aujourd'hui, le football, c'est un monde de profils. Ça accepte des profils. Si ton profil est intéressant, ils trouvent ça intéressant. Exactement. Ils vont te laisser ils vont te laisser aller en essai. Et après, encore en essai, il faut que tu puisses être performant pour signer, tu vois. Et après, une fois que tu es performant, pour signer, il faut qu'on s'entende sur les clauses, sur ci, sur ça, tu vois. Il y a plusieurs étapes. Donc, quand tu m'envoies ce genre de message, moi, je vais te répondre, tu vois. Mais après, justement, pour pas laisser ces personnes-là qui sont motivées quand même, parce qu'il faut avoir de la motivation pour m'envoyer un message personnellement et me demander de l'aide, justement, on a mis en place des écoles de foot, tu vois, pour que tu ne te sentes pas abandonné et que, voilà, même si demain, tu n'es pas professionnel, au moins, tu arrives à jouer à un niveau convenable. Et l'école de foot, c'est où? Comment ça se passe? Genre, imaginons, moi, je suis joueur, je te contacte. Oui, j'ai envie d'aller en test, de progresser. Tu me proposes des codes de foot. Où je dois aller? En fait, justement, c'est pour ça qu'on ouvre à la rentrée. On va essayer d'ouvrir un pôle dans chaque département en association avec des faves et un terrain pour pouvoir allier les deux, travailler un petit peu le côté technique et après mettre en place des choses sur grand terrain. Et ça sera dans chaque département, il y aura un pôle où, justement, pour éviter aux jeunes de pouvoir, de partir se déplacer, de faire des grands trajets pour aller à l'entraînement ou être loin de chez soi, rentrer tard le soir ou des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, tu viens, tu t'inscris, tu auras 2 entraînements par semaine avec un conseiller nutritionniste et de devoirs. Et en plus de ça, nous, en fait, chaque 3 mois, on va faire un bilan trimestriel pour savoir qui est apte à pouvoir faire un essai. Et nous, on va organiser des essais où on va faire venir des clubs, ou sinon, nous, on vous envoie. Et c'est comme ça que vous faites observer, tu vois. Et derrière, si le club est intéressé, on discute avec eux des clauses, des conditions pour qu'ils partent, pour qu'ils soient bien accueillis, pour pas qu'ils partent en étant... tu vois, parce que souvent, il y en a, ils font signer des petits dans des clubs, mais ils s'en foutent de la suite, tu vois. Les petits, ils viennent, ils signent pour être au placard des placards, tu vois. C'est pas... On a l'impression que le club, il a fait ça pour faire plaisir à l'agent. Nous, c'est tout ce qu'on évite. Tu vois. On veut vraiment, quand tu vas là-bas, c'est que tu sois une plus-value pour le club et pour nous aussi, parce que nous, c'est notre identité qui est entre tes mains. Tu vois. Quand tu représentes la GNK, il faut que tu la représentes bien. Et l'académie, c'est gratuit? C'est comment? Non, l'académie, ça ne va pas être gratuit parce que justement, nous, on est obligé de payer les terrains, les coachs, etc. Les déplacements, parce qu'on va essayer de faire beaucoup de compètes aussi, tu vois, dans notre académie. Et c'est pour ça que ça va être un coup, mais en vrai, c'est pas plus cher que le tennis ou pas plus cher que... de toute façon, c'est comme ta licence en club. C'est normal que tu payes. Et même, tu vois, avec conseil nutritionniste, de devoir, et accompagnement, parce que en fait, c'est comme si c'est une grosse boîte d'agents qui ouvre ça, c'est-à-dire que tes perspectives d'avenir, ils sont assurées. Et non, c'est pas... En vrai, c'est pas beaucoup qu'on demande, mais c'est juste histoire de pouvoir... Mais je te dis ça parce que c'est gratuit, c'est sûr. Moi, tous les jours, on me demande ça. Ça peut pas être gratuit. Oui, c'est pas possible. Comment on peut t'apporter autant de valeur et que tu puisses oser dire que c'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. C'est évident. Ça devrait même pas être une question. La question, ça devrait être qu'est-ce que vous allez m'apporter, qu'est-ce qui va se passer, etc. Est-ce que vous avez des facilités de paiement, des trucs comme ça? C'est ça la question. Après ça, oui, tu vois, ça c'est normal. Mais là, on s'arrange. Là, on peut s'arranger, tu vois. En plus, on va pas se mentir, en fonction du niveau du joueur, on peut s'arranger, tu vois. Parce que si on sait qu'il y a quelque chose à faire, il y a moins de travail sur cette personne-là à faire, on peut s'arranger, tu vois. Mais après, ça va être un petit peu tout le monde à la même enseigne, tu vois. Parce que c'est pour ça que je dis c'est important de savoir investir en soi. Tu vois, cette somme que je vais demander, tu peux la dépenser bêtement chaque week-end en sortant, aller boire, manger avec tes potes ou je ne sais pas quoi, tu vois. Les habits, dans les paires. Surtout, ce qui est important aussi, c'est dans le monde normal, entre guillemets, les sommes qu'on te demande pour te former, elles sont indécentes. Bien sûr. C'est ça. Aujourd'hui, tu prends une année en école de commerce,
c'est 15 000 € l'année, minimum. Mon diplôme de coach, 8 000 €. Voilà, c'est ça. 8 000 balles. Personne va vous demander 8 000 balles pour intégrer la JNK ou pour intégrer le programme de WES ou pour intégrer Bipal. Jamais c'est des sommes comme ça. Donc il faut un peu remettre un peu la balance à niveau et se rendre compte que ce que vous allez pouvoir récupérer grâce à des accompagnements comme ça, c'est autant important que ce que vous faites en cours, que ce que vous allez avoir à l'école. C'est ça. Donc, juste remettre à l'équilibre et se rendre compte. Mais encore une fois, c'est de l'éducation qu'il faut faire. Ça va prendre du temps, parce que c'est nouveau, donc forcément que ça va prendre du temps. Parce qu'on leur apporte de la théorie aussi, de la pratique. C'est ça qui est la différence. Donc, en plus, tu vas plus loin que juste du football. Tu as de l'aide aux devoirs, tu as de la nutrition, et surtout, derrière, en fait, c'est même pas que formé à être footballeur, tu vois, c'est formé à d'autres métiers dans le football, comme préparateur physique ou même comme designer ou même comme il y a plein de choses. Il n'y a pas que le foot. Aujourd'hui, un club de foot, c'est une entreprise. Il y a tous les métiers que tu trouves dans n'importe quelle boîte, ils y sont dans un club de foot. Tous. T'as des commerciaux, t'as des vendeurs, t'as tout. Community manager, t'as tout. Et ça, on cherche à faire des bons hommes, pas Exactement. forcément que des bons footballeurs. Plus une école de la vie que c'est ça. Parce que souvent, en plus, les jeunes, ils ont plus de la mentalité. Bon, si c'est pas le foot, si c'est pas le rap, qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Alors qu'il y a tellement de trucs à faire. C'est énorme. Et en restant dans le milieu que t'aimes. Bah oui, c'est ça. C'est ça le pire. Mais il faut le savoir. Il faut être éduqué. Il faut être éduqué. L'éducation financière, tu vois, malheureusement, c'est une petite minorité qui a droit à ça, mais exactement. C'est la même chose. Ok, donc toi, ça se développe petit à petit, c'est ça? Ouais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais c'est comme je t'ai dit, on a 17% encore du projet. Maintenant, il faut redoubler d'efforts. Encore plus. Donc, voilà, moi, j'aime ce que je fais. Et du coup, c'est même pas des efforts en vrai. Hein, tu vois, là, par exemple, on me dit ça marche et tout, mais moi, je me rends même pas compte que ça marche, tu vois, parce que comme je dis, je suis pas trop dans les stats. Après, c'est vrai que bon, il y a des sponsors qui nous approchent et tout, c'est bien. Je comprends qu'il y a de l'engouement, mais vraiment. Tu dis que c'est que le début, genre. Surtout, en fait, pour moi, ce qui glorifie ce projet, c'est les joueurs. C'est ça. Tu vois, c'est les joueurs. Après, nous, on est là pour encadrer comme il faut. Mais c'est les joueurs, tu vois. Donc, je suis content que ça soit les joueurs qui soient mis en valeur. Et c'est pour ça que j'ai essayé de pas trop hyper ça non plus, pas trop ramener des guests, etc. Parce que t'aurais pu, en vrai. J'aurais pu, mais je veux que ça soit les joueurs qui restent en tête d'affiche, tu vois. Donc, je suis content qu'aujourd'hui, ça soit la banlieue qui soit en haut, tu vois, et que ça soit mis en valeur. C'est très bien. Incroyable. Et en plus, je pense, par le parallèle à ce que tu disais quand tu étais au PSG, là, je pense que tu es bien entouré, que ce soit autour du projet, équipe, même ton équipe, ou que toi, tes partenaires. On est tous là pour que les joueurs progressent et pour mettre le joueur au milieu et lui apporter tout ce qu'il faut pour qu'il s'élève. C'est ça. Et ça, c'est une différence, par exemple, à souligner. De ouf. Et si tu peux faire une petite dédicace aussi à ton gars, parce qu'en vrai, les gens pensent que tu es tout seul, je pense, la plupart du temps. Une équipe, hein. Non, une équipe, on est 7 dans l'équipe. On est 7, il y a Aurélien qui est là, qui gère la partie management avec moi et l'école de foot. Et dans les 1v1, c'est le speaker. Il y a Lucas qui est au montage et qui est, on va dire, responsable image, en gros, tu vois. Responsable marketing. Image. Plus qu'image, plus image, parce que c'est Julien, Julien qui est le commercial, marketing un petit peu. Il y a Dan qui est notre caméraman, qui est là. Il y a un autre caméraman, community manager. Et il y a Farah qui est aussi dans l'école de foot et un petit peu la sécu lors des événements. Et dans la boîte de management aussi. Ok. Donc, voilà. Non, c'est en fait, au début, même moi, j'ai commencé tout seul, tu vois. T'es obligé de t'entourer. T'es obligé. Moi, au début, il n'y avait que moi. Maintenant, j'ai préparateur mental, coach tactique. Il y a un nutritionniste qui va arriver, d'autres coachs avec moi, d'autres prépas. Et ça, plus tu auras de jours, plus tu seras obligé de grossir. Exactement. T'es obligé. Et puis, en fait, tu crées une entreprise, quoi. C'est vraiment ça. T'es obligé. Tu peux pas tout faire en même temps. Parce que les gens, ils voient beaucoup la partie foot, mais en réalité, rien de nous derrière. En vrai, on est des entrepreneurs. C'est ça. Non, mais c'est ça. Il y a beaucoup de trucs à gérer derrière. Et les gens ne se rendent pas forcément compte. Mais surtout, le plus dur à faire, c'est de choisir la bonne équipe. Ouais, tu vois, vraiment, de t'encadrer des savoir savoir son on revient toujours à la même chose. C'est vrai, c'est l'entourage, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé tout seul, là, je me cassais la tête avec le montage, les posts. Il faut poster sur les trois plateformes qui est Instagram, YouTube, TikTok. C'était dur. Faire les flyers, ensuite être là à l'événement, ensuite gérer les... c'était trop dur. C'était trop dur.
On doit tous commencer quelque part. T'es obligé, t'es obligé de montrer l'exemple. Exactement. Et c'est souvent comme ça que les gens ils te suivent derrière. Parce que comme t'es exemplaire et que t'es passé par là, en fait, on veut te suivre, on a envie. Et même, je vais même au-delà de ça, parce que le jour où il y aura un problème, il va dire ouais, j'arrive pas à ça. Ah non, attends. N'oublie pas que moi, il y a 2-3 ans, je faisais tout ce que tu fais, mais j'étais tout seul. C'est vrai. C'est très, très bien. Non, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une piqûre de rappel comme ça, c'est important. De savoir que tu es obligé de commencer tout seul en vrai. Même, Apple, ça commence dans un garage. T'es arrivé tout seul, ouais, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, c'est la plus grande boîte du monde. Ouais. J'espère qu'on va devenir une des plus grandes boîtes du monde aussi. Tu vois. Du coup, les gars, si vous avez un conseil à donner à tous les joueurs amateurs qui souhaitent atteindre le haut niveau, ce serait quoi? Moi, je pense pour garder la même ligne directrice que depuis le début, entourez-vous, tout simplement. Que ce soit dans votre famille, dans votre accompagnement, tout ce qui peut vous permettre de vous élever, faut le prendre. Et en plus, aujourd'hui, vous avez les outils pour le faire. Alors, ça coûte un peu d'argent, oui, mais il faut investir en soi. Et comme disait John, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir en vous. Donc, vous avez les outils, utilisez-les, tout simplement. Il ne faut pas faire d'économie avec soi-même. Exactement. C'est vrai. C'est réel. Et toi, ce serait quoi ton conseil? Alors, mon conseil, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Garde cette cam. Parleur. Tout à l'heure, en plus, j'en avais un. C'était quoi? En gros, comme j'ai dit, c'est vrai qu'il faut croire en ses rêves. Mais après, il a déjà souligné le plus important, pour moi, qui est l'entourage. Et en vrai, il n'y a pas 36 000 solutions. Travailler, on va dire, travailler. Mais en fait, le truc qu'il faudrait, c'est pas d'avoir de regrets. Tu vois, c'est de ne pas avoir de regrets parce que c'est ce qui tue le plus dans le football. Et il faut se dire, demain, est-ce que tu as tout fait pour pouvoir réussir à devenir professionnel? Et à partir du moment où tu te dis la vérité, tu vas savoir que tu n'as pas tout fait parce que même en étant professionnel, il y a encore plein de choses à faire. Et surtout, il ne faut pas avoir de regrets, il faut toujours bien s'entourer et croire en soi, c'est quand même important, tu vois. De ouf. Pour corroborer juste un dernier truc, on avait fait un post il n'y a pas longtemps sur Bipal avec de Pep Guardiola, et ça représente exactement ce que tu viens de dire. La chose la plus dangereuse que vous puissiez faire, c'est pas prendre de risques. Vraiment, c'est vraiment tout simplement. C'est ça, totalement. Moi, mon conseil, ce serait quoi? Ce serait que de dire aux joueurs qu'ils arrivent à cultiver cette résilience. Aujourd'hui, ok, votre coach peut ne pas vous faire jouer. Vous pouvez vous blesser. Vous pouvez avoir des échecs, etc. Mais surtout, ne lâchez pas, parce qu'on ne sait jamais. Là, vous êtes peut-être à un match, une saison d'un contrat pro, d'une opportunité. Donc aujourd'hui, le but, c'est vraiment de continuer à donner les mêmes efforts tous les jours et surtout se focus uniquement sur les choses que vous pouvez contrôler. Ça va être votre travail au quotidien. Et au bout d'un moment, avec l'effet cumulé, vous avez forcément... comment dire? Avoir du résultat. Non, vous allez forcément récolter les fruits de votre travail, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous allez signer pro quoi qu'il ça arrive, mais ça veut dire qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Ça peut être la N2, ça peut être devenir entraîneur, ça peut être plein de choses. Mais si vous répétez les efforts tous les jours, il va se passer un truc. C'est obligé. C'est vrai, tu peux pas travailler 10 ans de ta vie sur un truc et qu'il ne se passe rien. Non, c'est impossible. Et même pour finir aussi, il faut négliger aucun match, que ça soit dehors, sur terrain fermé, que ça soit en club. Il faut négliger aucun match et toujours montrer la meilleure version de soi-même. Parce qu'on ne sait pas qui est là, on ne sait pas qui nous observe. Et surtout, comme je dis avant, ne pas avoir de regrets parce que c'est la seule chose qui peut tuer un homme, c'est les regrets. De se dire que j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais un manque de courage ou un manque d'ambition ou un manque de motivation pour aller travailler. Parce que quand on travaille pour soi, on ne travaille pas pour les autres. Tu as quelque chose à rajouter? Moi, c'est tout bon. C'est bon. Ok, en tout cas, je pense qu'on va tous faire un petit peu notre pub par rapport à notre académie chacun. Pour tous les joueurs qui souhaitent progresser, créer un réel cadre d'entraînement et s'entourer d'un préparateur mental, d'un préparateur physique, d'un coach tactique et avoir un suivi au quotidien, je vous mets en description le lien de mon programme d'accompagnement Objectif Pro et vous avez juste à cliquer dessus pour passer votre entretien de sélection. Donc voilà, j'enchaîne alors. En lien avec ce que Wesley disait, pour tous les joueurs qui souhaitent progresser encore une fois dans leur carrière, parce qu'on est tous là pour cette même raison, c'est essayer de vous faire progresser et de vous faire atteindre le palier du dessus. Vous pouvez vous préinscrire sur la plateforme Bipal qui arrive très prochainement et qui permettra du coup de vous donner de la visibilité que vous méritez, mais aussi en plus de vous permettre de progresser grâce à des professionnels comme Wesley, qui est partenaire Bipal, et plein d'autres choses qui arrivent, notamment avec John. Mais on vous en dira un peu plus par la suite.
Moi aussi, j'enchaîne, hein, les gars. Restez branchés quand même parce que la GNK, c'est pas que des 1v1. Il y a l'école du Chexpé, l'école de foot qui ouvre à la rentrée. On va mettre en place des préinscriptions justement pour pouvoir gérer ça en amont. Mais avant ça, il y a le Tour de France et la deuxième saison de l'IDF, la tournée IDF qui arrive très très prochainement. Donc restez branchés, ça va bien se passer la famille. Non, je pense que merci les gars. c'était cool aujourd'hui, C'était cool, hein. Ouais. Mais en tout cas, je pense que c'était un bel épisode. Ouais, On a, franchement. nous trois, chacun nos projets de notre côté. C'est quoi ton Instagram, toi? Moi, GNK Academy. Hein. Okay. GNK Academy, que GNK Academy partout. Ok. Ouais. Moi, Bipal _ BEP2AL _. Ok. Et moi, West Coach sur Instagram, programme d'accompagnement Objectif Pro. Bon, en tout cas, merci les gars d'être venus. Merci, c'était vraiment cool. J'ai pris du plaisir. J'en ai beaucoup appris et voilà, ce n'est que partie remise. Exactement. De toute façon, on va se revoir. Quoi. C'est Donc ça, il n'y a pas de souci. Yes. Bon, allez, merci à vous l'équipe. Ciao. Salut, ciao. Ciao.